C'est parti. Bien, bonjour à toutes et tous. On a aujourd'hui une session un peu particulière puisque pour la première fois, on a quatre intervenants. Euh, je dois dire que nous avons été agréablement surpris de voir le nombre d'ingénieurs de nos quatre écoles qui s'étaient lancés dans des carrières artistiques. Et on a dû arrêter à quatre parce que sinon on en aurait eu quelques-uns derrière. Je pense qu'on a en réserve de quoi refaire une session à l'occasion. Voilà, petit préambule. Je vais peut-être le mettre en plein écran si j'y arrive. Euh, hop, oh, pourquoi il me met une alerte sécurité? Ça va. C'est bon, Geneviève? Oui, Oui. Euh, pour rappel pour tout le monde, les thèmes que nous traitons dans nos tapes mensuelles viennent de propositions des étudiants. Il y a une petite équipe là qui travaille et qui chaque année fait un sondage. C'est en cours, j'en parlerai à la fin pour l'année prochaine, et ce qui nous permet de prioriser. À partir du moment où on a les propositions de thèmes, on se charge, en particulier Geneviève et moi et quelques autres, de trouver les alumni correspondant à ce thème pour les inviter à parler de leur carrière et de faire le lien avec la thématique choisie pour la session. Sur un plan intéressant. pratique, chacun va faire une présentation d'une dizaine de minutes et ensuite on se gardera 10 minutes, un petit quart d'heure, pas plus, parce que il faut C'est qu'on l'enfer, leur truc. donc les questions, on vous demandera de les poser dans un premier temps dans le chat. S'il y a besoin à un moment de donner la parole à l'un ou l'autre pour préciser, on le fera très volontiers. Donc j'ai démarré l'enregistrement, vous l'avez entendu, ce qui veut dire que l'ensemble de nos échanges seront disponibles en replay sur le site de l'association par la suite. Bien, donc le thème d'aujourd'hui, les ingénieurs exerçant un métier artistique, a priori ça paraît extrêmement contradictoire, mais je pense qu'on aura des éclairages divers sur cette apparente contradiction. C'est peut-être une contradiction, effectivement, mais pas que. Chacun précisera. Geneviève va maintenant faire une rapide présentation de nos quatre intervenants. Et je précise tout de suite qu'ensuite, Geneviève exercera le rôle délicat de timekeeper et nous rappellera à l'ordre si on dépasse trop le, le timing. Geneviève. Oui, alors Marc Ajar, Centrale Lille 2006, qui a passé un Master of Arts dans la conduite d'orchestre en 2015 à la Royal Academy of Music et qui actuellement est chef d'orchestre au Théâtre des Champs-Élysées et à l'Opéra de Bavière à Munich. Alors, j'ai demandé à chacun de nos intervenants de m'envoyer quelques petites anecdotes. Voilà, donc Marc m'a dit que quand où il était élève, au réseau Léo, il était très, très geek. Et Laure, Laure, tu pleures? Allô, Qu'est-ce allô. qui t'arrive? Allô, allô, du vous côté pouvez couper le de son? Monsieur ou Madame Le Floch, si on pouvait couper le micro, ça serait pas mal. Je le- Voilà. Et donc, Marc passait des heures à s'occuper des serveurs et du câblage du réseau de la résidence. Mais déjà, à l'époque, il était très musicien et surtout violoniste. Et il avait créé un club de musique classique à la résidence, lancé plusieurs groupes de musique de chambre, organisé des concerts à l'école. Et puis, il jouait pas mal en orchestre d'étudiants sur l'île et la région. Alors, il a passé des concours, un concours international des jeunes chefs d'orchestre à Besançon en 2015 et il est actuellement directeur artistique associé et fondateur d'un ensemble qui s'appelle Nouvelle Portée, là, dont vous avez les coordonnées si ça vous intéresse. Donc voilà, on le voit en pleine action de direction d'orchestre dans la photo. Bon, il aura l'occasion de nous en dire beaucoup plus après. La suivante, Jean-Pierre? Ouais, et le problème, c'est que
Je n'arrive pas à la passer. Voilà. Claire, Claire Parisel, Centrale Lille 2013, qui a fait une licence d'histoire de l'art à l'École du Louvre, un master en histoire des sciences et techniques. C'est une artiste, chercheuse aux multiples facettes, musicienne, auteure, chanteuse, créatrice, qui appartient actuellement à l'agence Pinacle, qui est spécialisée dans les bilans de compétences, les soft skills, la diversité, l'inclusion et la conduite du changement. Quand elle était à l'école, elle faisait partie du bureau des arts, elle était responsable théâtre et elle a créé un club littérature qui existe encore aujourd'hui, dont le but était de partager des livres, discuter et également écrire. Elle était membre de la fanfare où elle jouait de la grosse caisse et du trombone. Et elle était membre des Maudits, l'association de théâtre dans laquelle elle a joué de nombreuses pièces. Et elle a monté Les Justes de Camus. Ensuite, c'est bien. Ensuite, elle a fait un sujet de recherche de troisième année sur un thème intéressant, comment ressentir émotionnellement un raisonnement théorique, en prenant appui sur un théorème d'algèbre que je ne connais pas, le théorème de Van der Burm. Et elle a fait une thèse au Mines Paris Tech, dimension non rationnelle du travail des ingénieurs. Donc, n'a pas quitté tout de suite le domaine de l'ingénierie. Mais on touche au sujet avec le domaine dimension non rationnelle et ingénieur. Ça me parle. Juste un mot, puisque tu vas devoir quitter Claire avant la fin, je ferai une intervention sur la fanfare, justement, dans la conclusion. Donc, juste pour ton information, comme je vois que tu en as fait partie. Bah, j'ai hâte de voir ça. Clément Doumix, Centrale Lille 2011, Sciences Po 2014, membre d'un groupe de rock et pop qui s'appelle Feu Chatterton. Alors, j'ai mis quelques photos là que j'ai trouvées, il y en a une que Clément m'a envoyée. Donc, l'aventure commence en 2008 sur les bancs du lycée Louis-le-Grand à Paris où Arthur Teboul, qui est le premier là dans la photo, rencontre Sébastien Wolf et Clément Doumix. Et donc, il décide de créer un groupe. Et le groupe est nominé aux victoires de la chanson originale de l'année 2022 et de l'album de l'année 2022. Alors, ce qu'il y a de remarquable, c'est que le 21 février 2024, lors de la cérémonie de panthéonisation de Missak et Méliné Manouchian, ils interprètent la chanson L'Affiche rouge, composée en 1961 par Léo Ferré. Et donc, vous pouvez trouver sur YouTube l'interprétation de cette chanson. Sylvie Leleu, Merviel, Centrale Lille 1980, option automatique. Actuellement, elle était professeure des universités, INSA Hauts-de-France en cinéma, audiovisuel, images numériques. Elle aussi, elle a fait partie du groupe théâtre. Vous avez une belle photo là qui a été tirée du fil à la patte de Georges Feydeau. Elle a aussi fait un doctorat en automatique. Et en 1980, elle a fait un stage de composition musicale sur l'UPIC de Xenakis, qui est à la fois ingénieur, architecte et compositeur. Donc l'UPIC, c'est un outil de composition musicale assisté par ordinateur qui est conçu un peu comme un logiciel de CAO-DAO. Et elle a eu un premier prix de composition musicale par ordinateur en 1981. Et ensuite, elle a fait beaucoup de choses dont elle vous parlera après. Attends. Allez, Marc. Voilà. Marc, j'arrête le partage, je te laisse prendre la main. Ok, merci. Ouais, moi je présenterai pas de slide, hein, je vais montrer juste quelques photos pour illustrer un peu ce que je fais pour que ça soit pas que de la parole. Allez, merci pour cette présentation et bonjour, bonsoir à tout le monde qui est sur le panel. Je suis très ravi de pouvoir reparler un peu de mon parcours pour les centraliens et les alumni. C'est un truc que j'avais pas fait jusqu'à présent et même si j'étais toujours été en contact avec des centraliens et avec aussi certains élèves, c'est intéressant de pouvoir en parler ce soir. Alors donc, ingénieur et artiste, comment on peut arriver à ça? Bon, alors tout d'abord, moi, comme Geneviève l'a rappelé, c'est assez drôle les anecdotes, hein, mais c'était un peu comment j'étais à l'époque. J'ai pas cessé d'être musicien. Moi, j'ai commencé surtout par être violoniste, mais ça fait depuis que je suis petit, hein.
Je suis pas arrivé à Centrale en commençant la musique, évidemment, et ni avant, d'ailleurs, parce que ça faisait vraiment depuis tout petit. J'avais d'ailleurs potentiellement, il était prévu que je continue des études supérieures en violon, mais j'avais pas la patience de travailler 8 heures par jour dans cet instrument qui est très technique, qui demande beaucoup, beaucoup de patience, et à la fois il y a énormément de concurrence, donc c'était pas trop mon truc. Mais j'avais toujours la musique en moi, et quand je suis arrivé à Centrale, j'ai eu un peu plus de temps après les prépas. Et donc, j'ai voulu surtout redévelopper un peu mon activité musicale, mais pas tout seul. J'avais besoin de le faire en collectif. C'était vraiment le maître mot à l'époque. Si je voulais faire de la musique, c'était pas seul. Donc, c'est pour ça que j'ai remonté notamment ce club de musique pour faire de la musique de chambre, faire des concerts sur le campus à Centrale avec d'autres étudiants, pas que de Centrale d'ailleurs. Et j'ai participé dans pas mal d'orchestres étudiants dans la région et aussi en Belgique. Et voilà, les choses se passent. Je rentre à Paris voilà, je vais faire rapidement le parcours. Je rentre à Paris, donc je viens de Paris, moi à la base, je rentrais chez mes parents. Et j'avais mon stage G3 qui était déjà prêt. J'étais en génie informatique, hein. Voilà, ça c'est pas étonnant, vu ce qu'on a entendu tout à l'heure. Et c'était tout tracé pour moi. Je réfléchissais pas trop. J'étais dans une grande boîte de SS2I et j'avais mon avenir tout tracé. Voilà, c'était 2006, tout allait bien. Et voilà, les choses commencent dans le milieu professionnel en tant qu'ingénieur et je me rends compte assez vite que travailler plus de 40 heures par semaine à faire ça bah, ça me va pas. Voilà, ça me va pas. Alors j'ai essayé de faire autre chose aussi, de voir si je devais pas trouver un autre secteur d'activité, mais finalement je savais que simplement il fallait que je trouve un équilibre avec mon activité musicale. Donc je l'ai redéveloppé, je me suis remis en selle. Et c'est là que, à force de faire de l'orchestre, et notamment en tant que violoniste et en tant que premier violon, qui a un rôle très particulier dans l'orchestre, de mener aussi les autres instrumentistes, bah, j'avais envie d'être à la place de la personne qui était devant moi et qui battait des bras. Donc d'être calife à la place du calife. Et ça faisait un temps que ça trottait dans ma tête, mais j'avais pas osé le faire. Et là, bah, les choses se faisant, bah, je me suis dit, allez, il faut que je prenne des cours de direction d'orchestre. Alors, ironie du sort, je me suis retrouvé à être dans une classe de direction qui se trouvait au Conservatoire de Lille. Sauf que je ne l'avais pas fait pendant que j'étais à Centrale. Ça aurait été beaucoup plus simple, mais je n'avais pas osé à l'époque, où je ne savais pas trop, je n'avais pas cherché. Et ça s'est passé 2 ans plus tard, après 2006. Donc, je suis revenu faire des cours de direction pendant les week-ends à Lille. Et avec un très grand professeur qui s'appelle Jean-Sébastien Béraud, qui a plus de 90 ans et qui est quelqu'un qui a formé énormément de chefs de toute génération en France et ailleurs. Et j'ai eu beaucoup de chance, voilà. Et c'est parce que c'est lui qui m'a complètement changé. Il m'a fait dévoiler, comment dire, il a dévoilé quelque chose en moi que je ne soupçonnais pas. Et au bout de quelques années, les choses se sont mises en place. Alors, je ne pensais pas basculer, en fait, à cette époque-là, parce que j'étais dans ça prenait trop de risques, il fallait que je reste quand même à gagner de l'argent, il fallait que je me débrouille. Et c'était pas l'actualité. Mais les choses se faisant, j'ai passé donc 7 8 années en tant que consultant en SS2I, en boîte enfin, en boîte de management d'organisation. Et je continue à faire beaucoup, beaucoup d'orchestres en tant que violoniste. 80% de mon temps en tant mon temps libre était dédié à ça et à faire de la direction, du violon et de la direction d'orchestre. Et à un moment, je me suis dit, bon, allez, je ne vais pas faire tout ça pour rien, il faut que je tente quelque chose. Alors, on est en 2012-2013. Je me dis, si je veux faire quelque chose qui va beaucoup plus loin que ça, et que je prenne du temps vraiment pour faire de la direction d'orchestre, parce que ça, je commençais à être un peu plus à l'aise là-dedans, et ben, voilà, il faut que je prenne le temps pour ça. Et pour ça, bah, il y a plusieurs méthodes. C'était soit trouver des concerts, mais c'était très difficile. Moi qui viens du monde amateur, c'était compliqué. Je me dis, bah non, il faut que je rentre dans le rang et que j'aille faire, que je revienne sur une voie un peu cadrée. Et il fallait que je passe des concours pour faire des masters de direction d'orchestre. Donc, il y avait le Conservatoire de Paris, l'Université de Berlin, Londres, Helsinki. J'ai passé des concours partout. Et j'ai été choisi en premier à Londres sur 3 personnes sur plus d'une centaine de postulants et qui ont passé des examens. Et j'ai été pris. Et je me suis dit, ah, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Et en même temps, j'ai été aussi pris à des masterclass avec donc des classes de maîtres, ce qu'on appelle avec des grands chefs d'orchestre comme Pavo Jarvi. Et ça a été le cas aussi en 2013. Je me suis dit, ah, bon. Bah, il faut peut-être que je tente ma chance. Chemin faisant, j'avais pas trop le choix. Il fallait que je prenne du temps. Et pour prendre du temps, il fallait que je quitte mon job. Et donc, je suis parti. Fin de l'été 2013. Je me dis, OK, c'est parti. Je pars en master à Londres. Et je vais tenter ma chance pendant 2 ans.
Donc je quitte, heureusement, je négocie un départ pour avoir un peu d'argent parce que partir à Londres faire des études, ça coûte très cher. Et j'ai été aussi lauréat à ce moment-là de la Fondation de la vocation, qui aide notamment enfin, pas mal de jeunes qui ont envie voilà, de réaliser leur vocation. Je leur parlerai de la vocation. Et voilà, tout s'alignait parfaitement. Bon, bah, je pars à Londres et je rentre dans ce master de direction d'orchestre avec des grands chefs renommés. Et donc le conservatoire, c'est la Royal Academy de Londres, qui est un des plus grands conservatoires mondiaux. Voilà. Et notamment en direction d'orchestre, hein, pas que, mais notamment. Je passe 2 ans là-bas et là, on va arriver, je commence à être vraiment professionnel dans le secteur. Et depuis, donc ça fait 12 ans, en comptant 2 années d'études, je ne suis pas sorti de là. Voilà. À part quelques exceptions où j'ai repris des missions d'ingénieur, surtout pour gagner un peu plus d'argent, je ne suis pas revenu. Et je ne pense pas que j'y reviendrai. Voilà. Donc là, il y a vraiment un choix qui s'est fait. Et maintenant, voilà, je vais parler un peu de ce que je fais et comment ça se passe dans mon activité actuelle, même un tout petit peu enfin, depuis 2015, disons, depuis que je suis sorti de mon master. Euh, pour faire simple, il fallait que je me lance à ce moment-là. Pour se lancer, pour notamment pérenniser un peu mon activité, il fallait bien que je gagne de l'argent, parce qu'en partant d'un job d'ingénieur bien rémunéré et en se retrouvant dans la musique, il faut le faire quand même. Et, mais bon, à part donc quelques petites missions que j'ai pu faire à droite à gauche, il fallait que je me fasse connaître. Moi qui venais du monde amateur, c'était pas forcément simple. Alors pour ça, il y avait plusieurs façons. Notamment, il y avait des concours. On a parlé du concours de Besançon, qui est un des plus grands concours de chefs d'orchestre mondiaux. Ça existe depuis plus de 70 ans. Et ça a révélé des très grands chefs comme Seiji Ozawa ou d'autres. Et en fait, c'est une des premières fois que je le passais, et j'ai été sélectionné parmi les 20 finalistes. Et pas que ça, je suis arrivé demi-finaliste, c'est-à-dire que je suis arrivé dans les 4 derniers. Alors, je peux peut-être montrer juste quelques photos, ça fera un petit peu d'auto-promo, hein, je suis désolé, mais ça permet de montrer un peu pas simplement parler, mais comment je suis. Alors, attendez, je vais essayer de l'ouvrir, s'il veut bien. Voilà. Ah, ça ne marche pas. Tu m'as mis l'accès, Jean-Pierre, hein? Oui, alors je peux Ok, voilà, vérifier. je crois que Oui, ça va oui, être. normalement tu peux, oui. Voilà, bon, je montre une petite photo, hein, voilà, c'est le logo du concours de Besançon. Alors, je l'ai passé 2 fois, 33 ans, c'était en 2017, mais voilà, ça c'était les phases finales. Donc, on est 20 sur plus de 300 personnes de toute la Terre entière. Donc, voilà, c'est quelque chose voilà, ça s'est passé à ce moment-là. Donc, j'enlève le partage, s'il veut bien. Hop, comment on enlève? Ah, tu peux me. Ah, j'arrive pas à le départager. Ah, désolé, on a une petite seconde. Ah, voilà, ça a bloqué. Tu peux me l'enlever, Jean-Pierre, Alors, ou pas? Sinon, je le laisse, mais je veux pas garder ma photo tout du long. ah, ben, c'est une jolie photo. Bon, ouais, ok, je continue. C'est pas grave. Donc, voilà, donc je voulais parler un peu des activités. Donc, c'est passer des concours et c'est aussi créer ses propres initiatives pour de trouver le moyen de faire enfin, son métier parce que on travaille tout seul. Si on va dans la rue, on va pas faire un concert avec un chef tout seul. Il faut qu'on ait des musiciens devant nous. Et pour ça, il faut qu'on puisse avoir les moyens de le faire. Donc, à part simplement être invité, être appelé, on peut créer ses propres ensembles. On a parlé de l'ensemble Nouvelle Portée. C'est une des activités que j'ai faites. Et je vais parler un peu de toutes ces activités qui jalonnent un peu enfin, mon parcours jusqu'à présent. Il y a plusieurs moyens d'être maintenant chef d'orchestre. Ça fait depuis plusieurs dizaines d'années que le métier est très diversifié. Alors on peut donc, comme je disais, être appelé, donc être invité d'orchestre. On vient une semaine, voire plus, pour travailler avec un orchestre qu'on ne connaît pas généralement, et on doit monter un des concerts en très peu de temps, après les avoir préparés. Il y a aussi un autre rôle qui vient avec ça quand on est un peu plus jeune, et c'est un peu mon cas en début de carrière, c'est d'être assistant. Assistant chef d'orchestre, c'est seconder le chef d'orchestre et faire tout le travail de préparation. Et aussi pouvoir diriger des répétitions, mais pas les concerts. Il y a autre chose, il y a aussi donc créer ses propres initiatives, donc créer ses propres ensembles. Et d'autres moyens de faire de la direction, c'est aussi de faire des orchestres de jeunes et être professeur, ce que je suis aussi au Conservatoire de Besançon. Alors, pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'il y a moi qui parlais du fait que c'était complètement différent pour moi maintenant. J'utilise maintenant dans mon activité aussi toutes ces compétences d'ingénieur que j'ai pu donc glaner pendant mes études, mais aussi pendant mon travail de consultant dans mon ancienne vie. Et il y a à la fois, donc, quand on est
quand on est invité, quand on travaille avec des orchestres, c'est véritablement ce côté d'adaptabilité, ce côté de d'être aussi très diplomate, de communiquer, de savoir mener des gens, de savoir les fédérer. Tout ça, c'est des choses que j'ai apprises pendant mes précédentes expériences et pendant mes années à Centrale. Planifier des répétitions, gérer notre temps de manière très contrainte, dans un temps très réduit, comme si on était en gestion immédiate de crise. C'est vraiment la chose qui est très très importante quand on est musicien, c'est qu'on fait tout sur l'instant. Si on ne peut pas s'arrêter et dire je vais réfléchir, non, il faut qu'on fasse notre répétition, qu'on fasse notre concert. Dans mes activités en tant que monteur de projet, j'ai créé des ensembles. Donc, l'ensemble Nouvelle Portée, je vais montrer une autre photo. Mais je sais pas s'il peut partager. Donc, je- Alors, je peux te retirer le partage et te le bah remettre. ouais, en fait, j'arrive pas à changer la fenêtre, c'est pour ça. Je suis désolé. Attends, si je la coupe, je sais pas si non. Ah voilà. Voilà, désolé, c'est un peu laborieux, mais ça Attends. fonctionne pas très bien. On aurait dû le tester tout à l'heure, excusez-moi. Voilà, bah, par exemple, là, ça, c'est une photo de. Je sais pas si c'est passé là. Non, je Attends. vois pas. Voilà, je l'ai remis, c'est bon. Ah, ok. Bon. Ah bah, ça s'est Ah, arrêté. perdu. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Sinon, je vais continuer à parler. Bon. Non, ça marche pas. Si, on partage là? Ça partage l'écran? Oui, Je sais pas. là c'est bon. Voilà. Ah, ok, Voilà. mais ça bug, je suis désolé, je vois pas bien. Bon, ça c'est si on voit les photos, c'est un de mes concerts avec mon ensemble Nouvelle Portée, c'était il y a 2 ans. Des concerts qu'on fait dans des lieux atypiques, où on fait des actions participatives avec les publics, on présente des pièces contemporaines, on fait marcher le public avec nous dans tout un lieu, on leur fait faire des ateliers, etc. Une des actions que je fais. Donc pour ça, bah, il y a ce côté d'entrepreneuriat, trouver de l'argent, fédérer des personnes, les motiver, leur trouver des débouchés, vendre des concerts. C'est pas tout à fait la même chose qu'une start-up, mais ça y ressemble quand même. C'est un peu tout comme dans un secteur culturel qui est quand même pas le même, mais c'est un peu ça. Et, euh, et donc, je parlais du fait d'être aussi de faire de la transmission. La transmission, c'est ce que je fais dans tous mes projets, et c'est aussi ce que je fais à travers mes activités avec les jeunes et avec mes activités en tant que professeur. Voilà. Donc, je pense que j'arrive un peu à la fin de mon temps. Je vais juste terminer par une chose, parce que c'est ce qui est très important pour moi dans tout ce parcours-là. Et même si on a retrouvé beaucoup de choses qui me lient un peu à mon ancienne activité, parce qu'on ne perd pas tout ce qu'on a appris, c'est que ce qui est vraiment très important pour moi, ce côté de la vocation. Donc, je parle aussi pour peut-être les étudiants qui nous écoutent. Si j'avais pas cette vocation-là, je l'aurais pas fait. Je ne serais pas parti faire de la direction d'orchestre. Ça a été une volonté forte de me mettre de prendre le risque de le faire. Maintenant, évidemment, j'ai été musicien depuis très longtemps, mais il fallait aussi franchir le pas. Alors, il y a l'amour de l'art, le fait de faire de la musique, c'est quelque chose qui est bien sûr euh, qui est très égoïste d'une certaine manière, mais qui est à la base de tout ça. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait de pouvoir travailler en collectif, le fait de faire de la musique ensemble, parce qu'en étant chef, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas instrumentiste, on ne produit pas le son, c'est les gens qui produisent le son pour nous. Notre instrument, c'est l'orchestre. Et à travers ça, on produit le son on insuffle notre désir musical à des personnes qui sont en face de nous pour qu'ils nous le rendent en forme de son, de musique, et qu'ils le rendent à l'ensemble de l'audience qui est avec nous, qui partage le moment du concert. Et donc la chose très importante, c'est la question de la transmission. La transmission, c'est être capable de prendre une pièce musicale, la volonté d'un compositeur, et de pouvoir la partager au mieux avec les personnes qui nous entourent. Et la dernière chose importante, c'est que j'essaie de mettre en œuvre dans beaucoup de mes projets, c'est le côté très social, c'est-à-dire bah, l'action culturelle, c'est refaire société avec les gens, et ça passe notamment par le spectacle vivant, notamment par la musique. Alors, je vais pas partager d'autres photos parce que ça marche pas très bien, mais bon, si besoin, j'en montrerai d'autres. En tout cas, merci, je m'arrête là, ça fait 12 minutes. Merci beaucoup. Bon, tu as parlé 15 minutes, 15 minutes, pardon. donc on a le temps pour un petit 10 minutes de questions. Alors, il y a plusieurs questions là en parallèle. Euh, Pourquoi passer par un diplôme d'ingénieur pour faire un métier artistique? Alors, la question s'adressera également aux autres ensuite, telles qu'elles ont été posées.
Quelle différence tu fais entre ton parcours, hein, tu viens d'expliquer un certain nombre de choses, et les qualités d'ingénieur que tu as mises en œuvre, mais quelle différence par rapport à quelqu'un qui a suivi directement un cursus artistique? Alors, ouais, c'est une bonne question que justement, c'est le genre de choses que j'ai pu mettre en pratique dans à la fois mes projets que j'ai montés et dans le fait simplement, comme je disais, d'être invité dans des orchestres. Il y a, je pense qu'il y a vraiment une chose qui est très, très primordiale, c'est la question de l'adaptabilité, d'être capable de répondre à quasiment n'importe quoi quand on nous le demande, ou quand on est dans des contraintes de répétition en cours, en temps très court, de concert, de stress, etc. C'est le fait d'être capable de se mettre dans la peau du rôle du chef d'orchestre et d'y aller. Et ça, je l'ai appris notamment pendant les études. Il y a la question aussi, et pendant mon travail de consultant aussi, pendant ces 7 8 années que j'ai passées. Et il y a le côté méthodologique aussi qui est très important. C'est-à-dire savoir comment préparer, savoir gérer son temps, savoir gérer, par exemple, pour mon ensemble, gérer un business, parce que là, en l'occurrence, c'est vraiment un business, et savoir le mener de bout en bout. Voilà, je pense que c'est les deux choses les plus importantes. Une autre question, sur quels critères juge-t-on un chef d'orchestre durant un concours? Un concours, c'est un exercice très particulier. Euh, Tout le monde ne le fait pas. C'est vraiment pas la vraie vie, voilà, un concours. Vraiment, parce qu'on passe, par exemple, 10 minutes, même pas, quelquefois 5 minutes, sur une pièce. On est jugé, en fait, généralement, dans les 10 premières secondes. Comment on monte sur le podium, comment on se présente à l'orchestre et comment on commence la première battue. Ça, généralement, à partir de là, 90% du travail est fait, est montré. Donc, c'est vraiment pas. C'est aussi ce qui se passe dans la vie réelle, mais dans la vie réelle, on a 3 heures de répétition, on n'en a pas 10 minutes. C'est quand même très différent. Donc, c'est un peu biaisé, mais on va dire, voilà, c'est très particulier. Mais si on est préparé et qu'on sait faire face à tout ça, et c'est justement aussi cette préparation-là, ça, moi, je l'ai appris, j'ai su me mettre en situation aussi par les concours des prépas, hein, ou par ce qu'on a fait après, hein. D'accord. Et ça, maintenant, tu le fais, puisque j'ai entendu que tu étais professeur à Besançon, tu le fais aussi auprès de tes étudiants, et tu es jury dans les concours également? Oui, ça m'arrive, ouais. Bon, après, les étudiants, c'est un peu une démarche différente, c'est une démarche de pédagogie je- oui, je leur fais faire ça, mais c'est des choses qu'on apprend un peu plus tard, quand on a un peu plus d'expérience, généralement. Alors, il y a une question un peu technique là, mais tu la comprendras Ouais. peut-être. Est-ce que ça permet de modéliser sa pratique avec des bons de graphes? Je ne sais pas ce Oh, que c'est. Je sais pas ce que c'est, mais les experts comprendront. non, non, c'est pas ça. Non? Des- Ça marchera pas. C'est-à-dire. Non, je peux pas te préciser, je connais pas, mais Mais en fait, moi non plus. Pardon, mais je pense que c'est à moitié une blague de, une de blague, ouais, j'ai Paul. l'impression. Voilà. C'est la blague de Paul. Ouais. Alors, dans la même idée, idem à chaque intervenant, quand on a la vocation avant même de suivre le cursus d'ingénieur, pourquoi ne s'engage-t-on pas directement? Ben, tu as un peu répondu tout à l'heure. Tu savais Oui. pas trop, t'avais... Alors, je veux juste rajouter une chose. J'ai pas fait à contre-cœur, hein, Centrale. Bien sûr, moi j'étais aussi très intéressé, attiré par les sciences. Et derrière, par le côté, comme je disais, hein, le côté, quand on a vu l'anecdote, le côté un peu geek, j'aime toujours faire ça, hein. C'est toujours une part de moi. Maintenant, c'est juste pas ce que je fais et j'avais pas envie de le pousser à ce point-là. Mais je suis passé par là parce que j'avais envie de le faire et parce que je pense que aussi c'était aussi, il faut être très clair, c'était plus raisonnable. Et je pense qu'il fallait passer par là. Et après, j'aurais pu choisir. Et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, j'ai pas tout de suite après Centrale. J'en connais d'autres qui ont fait ça, qui sont partis dans la musique directement après Centrale. Pas que Centrale Lille, mais aussi Mm, les mm. autres centrales en l'occurrence. Moi, j'ai pris du temps parce qu'il fallait que j'avais des circonstances de vie personnelle qu'il fallait voilà, il fallait que ça se passe comme ça. Et puis, je pense que c'était trop tôt sinon. Il fallait que je mûrisse aussi dans mon esprit pour passer à autre chose un peu plus tard. Ça a pris combien de temps pour que tu en vives? Ça a pris, donc après mon diplôme en 2015 à Londres,
Donc j'avais dit, j'ai repris quelques missions de conseil en indépendant. En fait, en gros, le temps d'être intermittent du spectacle. Très, très prosaïquement, hein, c'est ça. Et ça a pris 2 ans, 2 ans et demi. Voilà. Et maintenant voilà, j'ai des contrats, comme Jean-Pierre le disait au début, je travaille, là, cette année, par exemple, j'ai travaillé avec l'Orchestre national de Lille en septembre, j'ai fait des concerts avec eux. J'ai travaillé en tant qu'assistant là, sur plusieurs opéras, parce que je fais beaucoup d'opéras, notamment de la musique contemporaine, c'est un peu mon truc, avec l'Opéra Comique, le Théâtre des Champs-Élysées. Là, je vais récemment à Munich, qui est la plus grande maison d'Europe, voire du monde, presque la plus grande maison du monde d'opéra, l'Opéra de Bavière. Et j'ai aussi mes activités avec mon ensemble Nouvelle Portée, un autre ensemble que je crée dans la musique contemporaine pour faire des choses aussi avec des technologies nouvelles. Je lance un message parce que je vais peut-être chercher des laboratoires avec lesquels travailler sur la VR et sur l'intelligence artificielle. Ça, c'est un point peut-être, je vais remettre mon côté ingénieur dedans. Mais il y a beaucoup de créativité à faire là-dedans, il y a beaucoup de choses très créatives à faire, donc c'est intéressant. Et bah, maintenant, c'est ça qui me permet c'est des cachets, donc qui me permettent d'avoir l'intermittence, et c'est comme ça que je vis. Alors, En je plus de rebondis mes sur ce cachets. que tu viens de dire avec une question de Philippe. Oui, As-tu des spécialités musicales, des oui. périodes, des compositeurs? Ouais, comme je disais un peu, je sais pas si je pourrais dire une spécialité, mais j'ai beaucoup travaillé j'aime beaucoup défendre la musique d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire ce qu'on appelle la création contemporaine, parce que c'est celle qui fera l'histoire de demain, en fait. Et je pense que c'est très important de pouvoir aider, même si il y a beaucoup de gens n'aiment pas ça, c'est très dommage, mais bon, c'est une autre question. Et donc c'est la musique d'aujourd'hui, mais bon, moi disons que j'aime beaucoup tout ce qui commence la musique impressionniste à partir de Debussy, la musique française, et puis après tout ce qui est Debussy, Ravel, et puis tout ce qui est venu après, c'est un peu mon répertoire de chouchou, on va dire, même si j'aime beaucoup, je fais de tout, hein. Je fais du Mozart, je fais de tout, mais voilà. Et pour dire, j'ai repris une académie de spécialisée dans la musique contemporaine en Allemagne il y a 5 ans pour un peu me spécialiser dedans. Ouais. Alors, alors, Dernière Paul, question courte. Réponse Paul courte. fait une remarque, il réagit comme il fait une transposition en tant que manager lui-même, et Ouais. il aime bien dire à ses équipes qu'il se voit comme un vrai chef d'orchestre. Ouais. C'est pas moi, c'est pas lui qui joue, ça c'est le rôle des experts, mais il a la vision d'ensemble et il fait fonctionner l'équipe ensemble. Et il y a beaucoup de parallèles hein, là-dessus. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait des conférences sur le leadership dans les, dans les boîtes, enfin dans les entreprises, en étant chef d'orchestre. Parce qu'il y a ce côté c'est véritable, je dirais moins le management que le leadership. C'est plus précis. C'est moins de la gestion que véritablement d'être inspirant, le fait de pouvoir insuffler quelque chose à des gens qui nous entourent. Bon, merci Marc. Merci à vous. Très intéressant. Donc c'est Claire qui va prendre la parole maintenant. Alors, attends, oui, pardon, on y va. Du coup, pour le format, j'ai 10 minutes, enfin 10-15 minutes, et il y a après des questions, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, Probablement 10 minutes, mais tu vois que tu as la possibilité de déborder s'il le faut. ok. Je vais essayer de tenir le Il y aura moins de timing. questions, ce sera la conséquence. Ok, Alors, attends, il faut que j'essaye de ouais, mettre je te ça. laisse passer en plein écran. Hop, le voilà. Arrête, Hop. ouvert le micro. Voilà, Ok. c'est bon? Alors, bah, du coup, bonjour tout le monde. Donc, ça va être assez différent de ce qu'a exposé Marc juste avant. Et je le remercie parce que c'était hyper intéressant. Moi, j'incarne un peu autre chose parce que j'avais pas une vocation avant-centrale en fait. Moi, c'était pas oh là là, j'ai telle pratique artistique qui est si importante dans ma vie et finalement j'hésite. Moi, j'ai toujours eu ce double intérêt pour les sciences et les arts, c'était manifeste. Mes notes au bac en ont témoigné, et puis même mes intérêts. Enfin, je faisais du théâtre, je faisais de la musique, mais pour le coup, je faisais du piano. Et aujourd'hui, j'en fais plus du tout. Donc voilà. Aujourd'hui, je me définis comme autrice, compositrice, interprète. Et peut-être que avant de commencer mon parcours, je vais juste l'annoncer avec une citation de Georges Bataille,
qui, je pense, m'a inspirée et m'inspire encore. C'est la vie humaine est une expérience à mener le plus loin possible. Donc, on va voir comment je tiens compte de ça et comment j'essaie de découvrir des choses avec. Alors, je te laisse passer à la slide suivante. Donc, peut-être juste rappeler mon parcours en fin de sortie d'école. Donc, en gros, après Centrale, enfin, entre ma deuxième et ma troisième année à Centrale, j'avais pas mal de camarades qui faisaient une année de césure. Et je me suis dit, OK, j'ai très envie de faire une année de césure, mais pas du tout en tant qu'ingénieur. Je crois qu'à l'époque, j'avais déjà l'idée que j'étais pas complètement que ingénieur, quoi. Il y avait plusieurs identités qui avaient beaucoup de place en moi. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas l'école du Louvre, en fait? Donc voilà. Et si je me prenais un an pour étudier complètement autre chose? Et donc, j'ai passé le concours d'entrée, j'ai négocié avec Centrale pour avoir ma césure au cas où j'aurais mon concours. Donc, j'ai eu mon concours et je suis allée à l'école du Louvre. Donc, l'école du Louvre, c'est une école d'histoire de l'art où on étudie en fait bah, toutes les créations plastiques, architecturales et visuelles de la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine sur tous les continents. Moi, à ce moment-là, j'avais comme projet de enfin, devenir chef de projet dans le secteur culturel. Mais en fait, rapidement, voilà, quand on arrive en amphithéâtre sous la pyramide du Louvre ou pas loin et que on a un gros tableau du Caravage, et bah, après on se dit, OK, là il y a des choses intéressantes qui se passent. Et peut-être qu'il se passe tellement de choses intéressantes que je ne vais pas juste devenir chef de projet culturel. Donc voilà, là, il y a eu une bascule pour moi à l'école du Louvre où on a commencé aussi à poser des questions en fait que j'avais jamais rencontrées dans mon cursus, quoi. Par exemple, moi, je suis hyper intéressée, vous allez le voir, par euh, l'anthropologie, par aussi bah, les rituels en général, en fait, sous une dimension anthropologique. Et voilà, d'être à l'école du Louvre et de se dire, OK, on étudie des sépultures, on étudie finalement les façons dont des êtres vivants ont adressé le fait d'être en vie sur cette terre. Bah voilà, ça, c'est une question qui m'intéresse. Et cette façon de la poser, ça m'a intéressée à l'école du Louvre et c'était une ouverture, en fait. Pour moi, l'école du Louvre, ça a été vraiment le début, en fait, de la suite de mon parcours où j'ai réalisé que voilà, il y avait d'autres façons de réfléchir, d'autres questions qui étaient intéressantes dans d'autres espaces. Et donc, bon, je vais essayer d'accélérer parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais à l'école du Louvre, donc, j'ai appris énormément de choses. J'ai aujourd'hui, par exemple, je peux vous accompagner dans n'importe quel musée du monde, puisque les musées, en fait, sont faits sur des modèles occidentaux. Donc, j'aurai des choses à vous dire sur les œuvres, quoi. Donc voilà, j'ai acquis cette connaissance un peu encyclopédique, mais ça m'a pas suffi. Je me suis dit, d'accord, mais comment est-ce qu'on construit l'histoire? Comment est-ce qu'on crée ces discours? Quel type d'histoire est-ce qu'on raconte? Par exemple, pourquoi est-ce qu'à l'école du Louvre, on ne parle pas d'artistes femmes? Est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas eu ou est-ce que c'est la façon spécifique d'écrire l'histoire qui invisibilise les femmes? Bon, spoiler, c'est plutôt la deuxième réponse, hein. Et donc, voilà, est née en moi la question des histoires qu'on racontait et des choix qu'on faisait quand on racontait les histoires. Et donc, pour comprendre mieux tout ça, et à l'époque, j'avais une question qui était, mais la théorie des graphes de Claude Berge, ça ressemble énormément au structuralisme en anthropologie de Lévi-Strauss. Pourquoi? Et donc, pour répondre à cette question, j'ai décidé d'aller à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, pour faire de l'épistémologie et de l'histoire des sciences et techniques en société. Et donc là, l'épistémologie, pour ceux qui ne sauraient pas trop ce que ça signifie, c'est la discipline qui s'intéresse aux énoncés qui sont produits en sciences et aux façons de pouvoir dire qu'un énoncé est vrai, en fait. C'est le domaine qui s'intéresse à la production de la connaissance. Donc, au terme de ça, je m'engage, donc je fais mon master 2, donc voilà, j'ai deux masters dans des disciplines bien différentes, et au terme de ça, je débute une thèse à l'École des mines de Paris, où je travaille sur la dimension non rationnelle du travail des ingénieurs. Donc, j'étudie notamment, on le voit sur la droite, l'image de droite, ça, c'était les affiches de sécurité dans la centrale nucléaire de Marcoule, qui était la première centrale nucléaire française dans le Gard moi, mon étude, elle était entre 56 et 64, au service de protection contre les radiations.
Et en fait, les mines de Paris m'ont fait travailler sur ce sujet avec ma double expertise d'historienne des arts, c'est-à-dire que c'est une image, donc j'ai besoin de savoir comment exploiter une image, et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on apprend à faire à l'école du Louvre. Et en même temps, bah, il me faut ma compréhension technique, en fait, de l'environnement technique d'une centrale nucléaire en 64 en France. En, ouais. Donc voilà. Alors l'histoire par contre, c'est que moi la thèse je l'ai commencée mais j'en ai démissionné parce que bah, je j'étais pas heureuse en fait. J'étais pas heureuse dans cette thèse, j'étais pas heureuse dans le fait de devoir faire une seule activité tout le temps. Je pense que vous aurez compris que j'ai besoin d'être très stimulée par plein de domaines très différents tout le temps et là je me projetais pas en fait. Et donc, au terme de ça, bah, j'ai créé mon agence de conseil en orientation professionnelle. Et aujourd'hui, bah, à la fois, j'ai des pratiques artistiques que je vais exposer juste après, et mes activités professionnelles, parce que moi, j'ai vraiment les deux casquettes pour le coup, hein. C'est les bilans de compétences, c'est des formations en compétences transversales. Je suis positionnée beaucoup sur la diversité et l'inclusion. Là, j'ai envie de m'orienter plus vers la conduite du changement. Donc ça, c'est une petite nouvelle casquette que j'ai envie de développer dans la suite de mon parcours. Donc maintenant, je vais vous présenter mes productions artistiques. Donc tu peux passer. Voilà. Donc on commence par mes activités. Le titre a été mangé en tant qu'autrice. Donc j'ai coécrit un livre pour enfants qui s'appelle Os Mundos de Diana que j'ai coécrit avec Vanessa Rosa, donc qui est publié au Brésil. Euh, donc c'est une invention autour de l'histoire de l'art et un voyage d'une petite fille qui va entrer dans des tableaux pour découvrir en fait plein de traditions et plein de représentations d'histoire de l'art pour créer elle-même sa propre façon de raconter son histoire. J'ai aussi fait une enquête performance publiée donc dans bon ça a été mangé c'est un peu dommage mais publiée dans la revue Technique et Culture donc une revue d'anthropologie où je pourrais vous en parler plus longuement mais donc tout ça est disponible sur mon site si vous êtes curieux. Et j'ai rajouté cette petite image qui fait plaisir et qui va un petit peu annoncer la conclusion que je donnerai sur l'importance du réseau. Moi, pour le coup, c'est ça que je veux mettre en exergue. Et donc, la petite image qui fait plaisir, c'est cette peinture de Ève Malherbe qui est exposée au musée des Beaux-Arts de Lyon pour laquelle j'ai posé. Donc, voilà, un tableau de moi dans un musée. Enfin, un tableau qui me figure. Donc, le tableau se nomme Jeune femme en blouse de peinture reprenant l'attitude de Saint François. Voilà, et c'est un hommage à Zurbarán, qui est un peintre espagnol du XVIIe siècle. Ok, on peut passer. Donc, une autre partie de mes pratiques artistiques, ce sont les expositions et les performances. Donc, ce que j'aime beaucoup faire, c'est collaborer avec des plasticiennes, des plasticiens pour créer des corps, pour créer des environnements et pour incarner, en fait, des personnages, incarner des histoires. Quand je parle de performance, c'est vraiment la création d'un espace d'interaction avec un public spécifique. Donc, je pourrais revenir dessus, mais ce qui compte pour moi, donc là, j'ai mis les photos en rouge. C'est vrai qu'elles sont pas très grandes. J'aurais pu les mettre en plus grand, mais c'était pour l'exposition donc de Claire Courdavot qui s'est déroulée dans une galerie, c'était en 2018. Et la performance que j'ai faite, donc la galerie, c'était le Cabinet des Curieux à Paris, au passage Verdot. Et la performance que j'ai faite, c'est que j'ai utilisé en fait ces tableaux pour guider les personnes qui étaient dans l'exposition et leur permettre de voir les tableaux d'une façon spécifique. C'est-à-dire, j'avais disposé des mots sur tout mon corps. Et en gros, il fallait que je sois en interaction avec la personne pour que je puisse pointer les mots les uns après les autres et dérouler le sens. Et donc, moi, la façon dont je conçois la performance, c'est vraiment le lieu de l'invention d'une façon d'interagir et d'un langage, en fait, d'un langage qui se crée avec la personne. Ok. Ok pour ça. J'avais fait aussi une autre exposition avec les tableaux de Laure Safroy Le Pesqueur, où j'avais été commissaire et j'avais fait aussi une performance. Et mon idée, c'était de en fait, faire comme un tirage de tarot, où tous les tableaux étaient masqués.
Donc c'était pour essayer de déjouer cette aptitude à la consommation des œuvres d'art. On va dans un musée, on veut tout voir. Et moi j'étais là, bah non, tout est masqué. Et par contre, on va faire un tirage où chaque personne décidait me donner un élément pour que je puisse lui montrer quelque chose qui faisait écho avec son expérience passée, son expérience présente, son expérience future. Donc voilà, la façon de donner à voir et d'entrer en interaction pour rendre les choses visibles et lisibles, c'est des choses qui m'intéressent très fort. J'ai aussi collaboré à des clips, donc j'ai co-réalisé un clip pour un groupe qui s'appelle Pearl, qui est disponible sur YouTube. Donc là, pareil, j'ai créé toute une narration autour de Séléné, qui est la déesse grecque associée à la lune, sur la base de leurs morceaux. Et alors, je l'ai mis en tout petit, là, c'était volontaire pour pas vous effrayer, parce que si vous voyez au milieu de toutes les images, il y en a une que j'ai pas encore commentée, où j'ai une tête monstrueuse. Et en fait, donc j'ai la tête inclinée. Et donc ça, c'est une capture du film, enfin de capsule de Hugo Bréant, qui est un réalisateur qui en fait a fait appel à moi pour incarner des créatures horrifiques dans son projet Uncanny-Rama. Et donc là, voilà, on me voit toute monstrueuse et c'est quelque chose que j'aime bien aussi travailler, le fait de changer de corps, trouver d'autres gestuels, enfin voilà, c'est vraiment ce travail corporel, quoi. Et c'est pas fini. Donc on arrive à la dernière partie où maintenant c'est les projets musicaux. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, le chant, il s'est ouvert vraiment lorsque j'étais à l'école du Louvre. Et que le lundi, si vous habitez à Paris, il y a ce qu'on appelle l'heure musicale, où en gros, de midi et demi à 13h30, il y a des concerts de musique médiévale. Et pour moi, c'était incroyable. Je m'échappais des salles du Louvre où on avait des TD devant les œuvres et j'allais prendre le bus pour aller vite au musée de Cluny et écouter dans la salle des sculptures Notre-Dame ces chants-là du XIIe, XIIIe siècle, et ça me touchait toujours énormément. Et j'ai décidé d'apprendre le chant médiéval. Donc, je me suis formée au Centre de musique médiévale, avec notamment Catherine Schröder, qui est spécialiste de Hildegard von Bingen. Et donc aujourd'hui, voilà, je suis interprète de ce répertoire-là. Donc musique médiévale, ça passe par la compréhension de l'écriture médiévale, qui n'est pas la même qu'aujourd'hui. Marc, je le vois hocher la tête, je sais qui c'est. Je pourrais vous en parler si vous voulez. Et donc aujourd'hui, j'ai un ensemble, donc on est un duo, on s'appelle le duo Nunc et on porte le répertoire de Hildegard von Bingen. Donc j'ai mis la petite photo d'un concert qu'on a fait dans une église dans l'Aveyron. Et j'ai aussi en fait une troupe qui s'appelle les Pétroleuses où on porte le répertoire de la Commune de Paris. Donc on fait un saut de plusieurs siècles dans le temps. Et donc, on a créé un spectacle qui s'appelle Les Pétroleuses vivent la Commune, donc qui est un spectacle théâtral musical où on chante des chants de 1871, donc vraiment dédié à cette période historique entre mars et mai 1871. Et on joue en fait la trajectoire de ces quatre femmes qu'on veut porter, avec une forte dimension matrimoniale, évidemment. Et puis j'ai aussi d'autres projets. Donc là j'ai mis des petites captures d'écran. Donc j'ai mon premier groupe historique Pélican Noir, qui est le premier groupe dans lequel j'ai tout composé, tout créé. On a réalisé notre EP, on a fait des concerts. Et donc j'ai mis la petite photo du concert au Supersonic, qui est une salle de concert à Paris. Et aujourd'hui, j'ai donc créé d'autres. Vous l'avez vu, j'aime bien créer plein de choses. J'ai créé un autre groupe qui s'appelle Une Vraie Gothique, où là, c'est plus de la musique électro, un peu gothique. Et donc là, on est en train de travailler à notre album. Demain, on voit l'ingé son, on continue la production des morceaux. Donc voilà, c'est sur le feu. Et j'ai encore un autre projet qui s'appelle Colonne. Et là, pour le coup, c'est du métal. Et moi, je suis chanteuse aussi, chanteuse-compositrice. Et voilà, on a une vidéo publiée sur YouTube si vous êtes curieuse et curieux pour écouter tout ça. Faudrait terminer la Ouais, présentation si tu veux avoir du temps pour les questions. et ben j'ai fini. Bon, d'accord. Merci, Claire. Les questions. Donc, quelle richesse, dit Erwan, effectivement. Et
Alors, Sylvien, Sylvien qui nous a rejoint, qui est le président du BDA de Centrale. Donc, on a les deux présidents des BDA, c'est très bien. La voie artistique est toujours présentée, et sûrement en raison, comme beaucoup plus incertaine que l'ingénierie. Pourtant, cette dernière m'attire beaucoup, car c'est une autre forme de création qui semble plus libre. Pensez-vous qu'il soit toujours possible d'allier les deux? Et à défaut, que préconisez-vous pour continuer à cultiver ce côté artistique dans le monde du travail? Ben, moi, pour le coup, j'ai fait le choix vraiment délibéré de pas faire de mon activité artistique mon unique source de revenus, en fait. C'est une partie de mes sources de revenus, mais comme je l'ai dit, enfin là, moi, en journée ou dans le reste de mon temps, voilà, j'interviens en entreprise, je fais des formations, enfin, je m'adresse à énormément de personnes, mais en fait, enfin, je garde cette identité ingénieur dans la possibilité de mener à bien énormément de projets et de m'adresser, en fait, avec cette casquette généraliste, à plein de publics. En comprenant à chaque fois quels sont leurs besoins spécifiques et comment y répondre de la façon la plus adaptée. Donc, moi, je voulais mettre l'accent aussi sur l'importance du réseau, pour le coup. Parce que c'est aussi quelque chose qu'on apprend en tant qu'ingénieur, je pense. C'est qu'en fait, c'est le réseau qui va nous permettre de créer, en fait, ce qu'on a envie de créer, le réseau, les projets. Et donc, après, c'est mon choix. Mais moi, je suis beaucoup plus confortable avec le fait d'avoir la liberté, en fait, de créer dans plein d'espaces différents, de choisir aussi les choses que j'ai réellement envie de faire et de les développer. Alors, bien sûr, ça prend plus de temps. Par exemple, mon EP, là, avec une vraie gothique, voilà, si j'étais à 100% du temps dessus, il serait déjà fini. Mais c'est pas ce que je veux, en fait. Donc, je pense que peut-être le message le plus important que je veux le faire passer, c'est on a moyen d'avoir beaucoup de richesse et beaucoup de liberté. Donc, prenez la liberté que vous avez envie de prendre, en fait. Je rebondis sur ce que tu as dit sur les réseaux, parce que, on est deux en ligne, Roland Marcoing et moi-même, à intervenir auprès des étudiants sur la notion de réseau. On constate qu'effectivement, les étudiants qui arrivent de prépa en particulier n'ont absolument pas les réflexes réseau. Et on essaye petit à petit, au cours de leur formation, à travers le mentorat également, de leur faire appréhender l'importance et l'aide que peut leur apporter les réseaux. Mais est-ce que tu peux préciser un peu, t'as vu est-ce que c'est très lié à ton domaine artistique, ce que tu dis, ou tu es là plus dans le domaine de l'ingénieur? Les deux. Bah, enfin, après, c'est tout à fait logique que sortant de prépa, on n'ait pas l'habitude de privilégier le réseau parce qu'en fait, on n'a pas été sélectionné pour ça. On a été sélectionné sur nos aptitudes à résoudre des problèmes techniques, pas à faire du réseau. Et Contrairement peut-être à des écoles plus de commerce qui valoriseraient la représentation. Nous, au contraire, on a un ethos qui est vraiment très lié à l'exactitude des réponses qu'on produit. Donc, il y a quelque chose à déconstruire là-dessus, au fait de se dire, ah, mais la valeur de ce que je vais te donner va pas être liée au fait qu'elle est vraie, mais va être liée au fait que plusieurs personnes en reconnaissent la valeur, c'est-à-dire j'ai un réseau, quoi. Et ça, c'est une idée très nouvelle, en fait, pour les élèves ingénieurs. Et c'est quelque chose que moi, j'ai compris aussi en épistémologie. Donc ça, c'est peut-être un autre sujet, mais et donc, je dirais réseau en tant qu'ingénieur, bien sûr, et c'est aussi pour ça qu'on fait une école centrale, en fait, hein, c'est pour acquérir du réseau aussi. Et réseau en tant qu'artiste, fondamental, bien sûr. Et je pense que le plus important, pour les personnes qui se posent la question, c'est d'être prêt à recommencer tout. C'est-à-dire que on est à Centrale, on se dit voilà, j'ai acquis des choses, j'ai passé des concours, j'ai une expertise dans un domaine. Mais en fait, face à nous, il y a des personnes qui évoluent aussi dans des domaines artistiques depuis bien plus longtemps et qui ont aussi en fait de réelles expertises. Et donc voilà, de construire son réseau, mais avec différentes expertises. Ça me semble hyper important. oui, une remarque très intéressante. Erwan, est-ce que multiplier les pistes, c'est ton équilibre? Tu parles
de choix de ne pas te concentrer à 100% à l'aspect artistique, parce que justement, c'est garantir ta liberté et ta richesse avant tout ça. Et la Ouais. richesse avant tout ça. Moi, je pense que j'ai un désir fondamental de nouveauté, de curiosité, et peut-être ça, c'est quelque chose qui étonne souvent les gens. Parce que les personnes qui ont un profil tel que le mien, mais qui ont peut-être pas la casquette ingénieur, bah, réalisent peut-être pas les projets au bout du compte. Enfin voilà, on a peut-être l'image d'une personne qui papillonne ou qui se laisse distraire et tout. Alors que là, bah voilà, moi j'ai beaucoup de choses différentes et je les mène à terme en fait. Et en même temps, c'est un réel besoin pour moi de changer, quoi. De passer du 19e siècle au 14e siècle, de passer, enfin voilà, en une journée, quoi. J'ai besoin de me connecter à cette richesse-là, en fait, cette richesse humaine. Et je pense que pour le coup, c'est quelque chose qu'on pourrait mieux apprendre à l'école, mieux apprendre à se rendre compte qu'il y a des paradigmes si différents et des façons de penser, des façons de voir le monde qui changent radicalement d'un espace à un autre, quoi. Et ça, moi, c'est des choses que je défends quand j'interviens sur la diversité et l'inclusion en entreprise, où effectivement, il y a Pierre qui fait la remarque, enfin, l'ingénieur résout pas les problèmes, mais anime un groupe. Et effectivement, faut avoir l'expérience et le recul pour déjouer les biais cognitifs, pour se rendre compte que les représentations du monde ne sont pas les mêmes dans différents groupes sociaux. Et un ingénieur, peut-être, parfois, pense que le monde fonctionne, voilà, comme, euh, comme si c'était que des ingénieurs. Et c'est pas le cas, quoi. Mais Donc, on voit de plus en plus d'évolution vers la pluridisciplinarité, en particulier dans l'innovation. mm, L'école, d'ailleurs, n'est pas inactive dans ce domaine. À preuve, le démarrage cette année de l'option ou du parcours ingénieur et santé. Là, il y a deux domaines qui sont très, très différents au départ, mais mm. qui se retrouvent avec un point commun. Dernière question, Jean-Pierre. Alors, une remarque de Pierre, très admirative de l'énergie de Claire, ça, effectivement, tout le monde l'a remarqué. En fait, quand on est ingénieur, il est salutaire de se soigner de ce biais de lecture rationnelle et scientifique du monde. Un beau paradoxe, oui. Mm. Mais Bon, eh ben, écoutez, il faudrait peut-être arrêter là. On a encore deux intervenants. Merci, Claire. merci à vous. C'est intéressant. Voilà, merci à Claire et à Marc. Je vous transmettrai le commentaire que je ferai à la fin avec Raphaël sur la fanfare, là, un point qui peut éventuellement vous concerner par rapport à J'aimerais vos bien entendre passés ça. présents respectifs. Peut-être, je finis par une anecdote qui est assez drôle, c'est que le livre que j'ai écrit, Oshmundosh de Diana, je l'ai coécrit avec l'illustratrice et artiste Vanessa Rosa, que j'ai rencontrée alors qu'on jouait avec la fanfare devant le centre Pompidou. Donc voilà, Ah, cultivez vos activités, cultivez votre réseau. super. Voilà, Clément. Oui, bonjour. Rebonjour. Clément, c'est toi qui as la parole. Enfin, tu connais la formule. Tu as 10 minutes et une bonne dizaine de minutes de questions. Et si tu débordes un peu moins de questions. Ok. Alors, j'ai pas préparé de slide. Je sais plus faire ça depuis que j'ai quitté l'école. Je peux vous raconter un peu mon parcours et je pense que ça marchera, ça suffira. Moi, je suis sorti de Centrale en 2011, si ma mémoire est bonne. Donc, ça fait un petit paquet d'années maintenant. Et effectivement, après, je suis allé à Sciences Po parce que j'avais envie de m'ouvrir un peu à d'autres univers académiques. Je voulais un peu sortir des sciences surtout. Et j'étais à Sciences Po en stratégie territoriale et urbaine. Donc voilà, en fait, c'est surtout axé sur la politique des collectivités territoriales. Et faire Sciences Po, ça m'a aussi permis de, entre guillemets, gagner 2 ans avant de trouver un poste
d'ingénieur ou un poste de salarié parce que j'avais pas du tout envie de faire ça. Moi, en fait, depuis toujours, je veux faire de la musique. Mais voilà, j'étais aussi très attiré par les sciences, par les écoles. Donc j'ai quand même, je suis allé au bout de ces études, mais je me suis quand même rendu compte rapidement que c'était pas, enfin que ça m'intéressait assez pour que j'aille au bout, mais que ça m'intéressait pas assez pour que je fasse carrière dedans. Et voilà, et ça a été un pari gagnant pour moi de faire Sciences Po. En fait, je l'ai fait aussi parce que bon, mes parents, ils voulaient quand même que je travaille, quoi. Ils en avaient un peu marre au bout d'un moment. Et que quand je leur ai dit que j'allais à Sciences Po, ils ont accepté de continuer à un peu me financer pendant 2 ans. Et ça m'a permis, en fait, bon, d'apprendre des choses quand même aussi. Mais aussi de me retrouver à Paris avec le groupe que j'avais monté à cette époque, donc qui est toujours mon groupe actuel, et pour vraiment mettre le paquet. Et ça a permis quand même que, en sortie, là, en 2014-2015, ça commence à prendre et qu'on ait vraiment des résultats qui nous donnent assez confiance pour se dire qu'on pouvait faire quelque chose de cette formation. Voilà. Et donc après, on a commencé à faire des concerts, des EP, des albums. On a signé des contrats avec des maisons de disques, des maisons d'édition, des producteurs de spectacles. Voilà, tout l'environnement professionnel dont a besoin un groupe de musique pour mener à bien voilà, des disques, des tournées. Et puis voilà, et depuis donc ces années-là, 2014-2015, on a sorti euh, 2 EP et 3 albums studio, 2 albums live. Et là, on s'apprête à sortir notre quatrième album studio, voilà, qui est prêt et qui va être lancé là bientôt là. Voilà ce que je peux dire. J'ai aussi, en parallèle du groupe, j'ai monté un autre groupe qui s'appelle Château Forte, qui a beaucoup moins de succès. C'est une musique qui est totalement différente. Mais voilà, que je continue à faire, qui est donc dans une économie qui est plus modeste, avec un public qui est plus modeste, mais que j'adore. Qui me permet de voir d'autres horizons, de faire de la musique à deux aussi, qui est quelque chose de très différent de faire de la musique à cinq. Je fais aussi beaucoup de musique de films, de séries. J'ai fait de la musique de théâtre avec une partie de mes collègues de Feu Chatterton. Voilà, on fait pas mal de choses avec les membres du groupe, soit à 5, soit en équipe réduite. Voilà, et après, j'ai commencé à développer avec certains membres du groupe un aspect plus business de la musique. Donc, avec le groupe, on a travaillé sur nos contrats de maison de disques et nos contrats d'édition pour devenir nous-mêmes éditeurs et labels. Donc, aujourd'hui, par exemple, l'album qu'on va sortir, on est entièrement label de cet album. On est entièrement éditeur de cet album aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les droits nous appartiennent entièrement, ce qui n'était pas du tout le cas en début de carrière. Et c'est quelque chose qui est difficile à obtenir en musique parce que ça demande beaucoup d'investissement dans le côté business et administratif. Voilà. Et j'ai aussi monté avec un des membres du groupe qui s'appelle Sébastien Wolf, qu'on voit en photo ici, une structure de management et d'édition. Donc dans laquelle, voilà, ça c'est tout récent, c'est un peu une nouvelle aventure, dans laquelle on a signé en management une jeune artiste qui s'appelle Ophé d'ailleurs, si vous voulez aller l'écouter. Et donc, notre mission, c'est de lui créer tout un réseau professionnel, de faire en fait ce qu'on a réussi à avoir il y a un peu plus de 10 ans. Et voilà, de signer les bons contrats, de la protéger d'une industrie qui est compliquée, difficile, et vorace. Voilà pour mon parcours. Je pense que Alors, une, une première question de Paul. Donc, tu jouais donc probablement au foyer, donc les soirées acoustiques ou le rocofoy. oui, j'ai pas mal utilisé. Non, il y avait c'était pas ça. Ça avait un autre nom. Je sais plus. Il y avait une salle où on pouvait faire de la musique. Je sais plus son nom, mais ouais, j'y allais pas mal. C'est le moment où ça m'a permis de découvrir un peu plus la musique amplifiée, même si j'en faisais déjà pas mal au lycée.
Mais oui, j'avais un ami de Centrale qui faisait beaucoup de musique, on en faisait pas mal là-bas. C'était bien parce que les studios de musique coûtent très cher à Paris comme à Lille. Les studios de répétition sont quand même assez mal. Alors à Lille, je sais pas exactement, mais à Paris, il y a, disons que les collectivités locales d'Île-de-France, enfin bon, en tout cas à Paris, quoi, Paris Centre, elles sont vraiment très mauvaises pour accompagner les jeunes artistes de musique amplifiée. Donc souvent, il faut avoir des studios qui coûtent entre 15 et 20 euros de l'heure. Voilà, donc quand on fait 5 heures de répète et qu'on n'a pas un rond, c'est vraiment très compliqué. Donc ça, c'était assez agréable d'avoir ça à Centrale. J'avais même fait des répètes avec une partie du groupe parce que à Centrale, en fait, on avait l'ancêtre du groupe euh, qui avait un autre nom. Et donc, c'était juste avec Arthur, le chanteur, et Sébastien. On est venu parfois répéter dans cette salle et on a fait des concerts à Lille devant très peu de personnes. Et voilà. Et non, sinon, en activité musicale à Centrale, j'ai fait la fanfare pendant un an. En tant que caisse clairiste, donc batteur, quoi, parce que je faisais aussi de la batterie à côté des autres instruments. Et ça a été une très bonne expérience, un peu moins pour mes capacités auditives, mais ça a été une très bonne expérience musicale. Notamment pas mal de travail de l'énergie en fait. C'est comme quelque chose qui est très important, je trouve, en musique. Et il y avait, alors je sais pas si c'est encore comme ça maintenant, mais une énergie de on s'en fout si on sait pas lire la musique, on s'en fout si on pas jouer d'instruments. Il faut y aller à l'énergie, il faut y aller au corps, au groupe. Et il y avait un truc comme ça qui fonctionnait et qui me plaisait beaucoup. Alors, je suis pas resté pendant toute ma scolarité parce que, bon, au bout d'un moment, j'avais l'impression que je tournais un peu en rond musicalement et qu'il fallait que je passe mon temps musical, disons, à faire plus d'autres choses, mes créations, écrire des choses plutôt que jouer la musique des autres. Voilà, je sais pas si ça répond à ta Alors, il y a question. une double question Ouais. de Thomas et de Paul. Est-ce que le fait d'avoir fait Central Lille a été utile pour ta carrière musicale? Et que retires-tu de ta formation technique dans ta pratique? Concrètement, dans le fond de la formation de Centrale ou de mes années d'école ou même de Sciences Po, il n'y a rien qui m'a servi dans ma carrière musicale. Par contre, sur la forme, vraiment sur le travail pur, je pense que, et aussi avec mes collègues de Feuchat-Ayrton qui ont tous fait des prépas et des écoles, euh, parce que nous, on s'est rencontrés à Louis-le-Grand avec Arthur et Sébastien, les deux enfin les trois premiers membres du groupe. Donc ils étaient aussi assez bons élèves. Ils ont tous fait des écoles et des prépas. Et je pense que le côté, le travail sérieux, en fait, considérer que la musique et même la création est un travail qui est sérieux, qui demande du temps, qui demande de s'y atteler vraiment sans que ça soit... Enfin, il faut que ça reste quelque chose de beau, de l'ordre du hobby, de la passion, etc. Mais en même temps, très honnêtement, on n'arrive à rien si on n'est pas concentré à 100% dans ce travail-là. Et je pense qu'aussi l'organisation des tâches, enfin bon, voilà, en fait, tout ce qui n'est pas le fond de la formation et qui est vraiment la forme. Indéniablement, ça m'a servi et ça me sert encore aujourd'hui dans tous les aspects de mon travail. Disons le sérieux, quoi. Et par rapport à ça, tu peux nous expliquer un peu comment fonctionne un groupe de cinq comme ça? Quel est ton rôle là-dedans? Alors, un groupe de cinq amis, presque tous de lycée, ça fonctionne comme ça peut fonctionner. C'est-à-dire, c'est très anarchique. Il n'y a pas de, y a pas, c'est pas, il y a pas de structure entrepreneuriale, il n'y a pas de structure salariée. Voilà, tout ça, c'est quand même, c'est très empirique, le fonctionnement d'un groupe. Il n'y a pas beaucoup de groupes aujourd'hui en France. La France a très peu la culture du groupe, contrairement aux pays anglo-saxons et l'industrie musicale n'est pas faite en France pour vraiment accueillir et vendre et faire tourner des groupes. Et donc nous, on s'est un peu construit dans une bataille permanente pour défendre la notion de groupe.
Et voilà. Après, dans le fonctionnement, c'est très empirique. Je peux te parler d'autres choses qui sont beaucoup plus techniques dans un aspect business. À l'intérieur de chez nous, voilà, c'est très empirique. Quand on écrit des chansons, il- tu vois, il y a 50% des chansons qui vont à la poubelle. Et donc, il y a tout un travail de création qui est totalement empirique, quoi. Oui, donc vous êtes dans un fonctionnement qui est très loin du fonctionnement dont nous parlait Marc pour un orchestre. En fait, oui, alors oui, et non, enfin, du côté création, oui, ça fonctionne vraiment de manière. On communique un peu comme des dauphins. Nous, quand on est en studio, on fait des trucs, on essaye, et puis bon, au bout d'un moment, ça prend et tout. Il y a aucune règle, quoi. Et puis, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de règle, d'ailleurs, si on veut vraiment essayer de faire des choses qui sont neuves. Après, on a appris au fil des années, et notamment en changeant nos contrats pour s'approprier un maximum de droits sur nos musiques. On a appris aussi à connaître les ficelles du métier, à connaître les contrats, à les apprendre, à les comprendre, à les négocier. À se gérer nous-mêmes. Donc nous, après, sur ces aspects-là, on s'organise. Là, par exemple, sur ce disque, on s'est donné des postes à chacun, on fait des réunions assez régulièrement avec nos partenaires, entre nous, voilà. Donc là, on a un fonctionnement qui est plus entrepreneurial. Il y a Pierre et Paul qui font le parallèle en termes de rencontre du groupe avec l'équipe du Splendide qui s'est rencontrée au lycée au départ et avec le succès qu'on leur connaît. Et ils vous souhaitent la même réussite d'ailleurs. Enfin, je crois que là, en termes de réussite et de connaissance, de reconnaissance, c'est déjà pas trop mal parti. Et Paul cite également R et Phoenix. Oui, c'est vrai. Thomas demande si le fait d'avoir tous fait des parcours académiques riches, ça vous a donné peut-être plus de sérieux pour des labels. Non, pas du tout. Il n'y a aucune. Non, non, absolument pas. Moi qui suis aujourd'hui, du coup, label, à la fois pour nous et pour d'autres artistes, ça n'a. Enfin, je veux dire, le CV n'importe absolument pas ce qu'on veut, ce qu'on cherche, c'est être créatif, c'est faire des choses, bon, déjà qui nous plaisent à nous, qui vont plaire au public. Euh, les labels, en fait, bon, aujourd'hui, encore plus qu'avant, sont mercantiles et cherchent à faire du chiffre. Donc, en fait, peu importe qu'on ait fait une école d'ingénieur ou autre, ce qu'on veut, c'est c'est vendre des disques. Non, les labels s'en foutent, s'en fichent vraiment complètement. Pierre commente que la créativité, ça ne se décrète pas. On peut par contre se mettre dans des conditions favorables. Oui, oui, les conditions favorables, c'est le travail en gros, quoi. Il y a vraiment là, pour le coup, il n'y a pas de secret, quoi. C'est se mettre à sa table, comme un écrivain, quoi. En fait, les choses ne sortent pas tout seules. Il faut absolument prendre le temps de faire sortir les choses, ouais. C'est une forme de travail. Alors, une question tout à fait différente d'Erwan. Comment vivez-vous l'approche de l'IA, l'intelligence artificielle, et de la mainmise d'Instagram? Bah, l'IA, je pense que, enfin, j'imagine que moi j'ai plus une vision qui est proche de celle des gens qui sortent d'école d'ingénieur et qui vivent peut-être avec plus d'acuité les révolutions technologiques, c'est-à-dire qu'il faut de toute façon les embrasser. Moi, je me sers comme tout le monde, de ChatGPT pour, pour plein de choses, pour écrire des choses, pour relire des contrats. Aujourd'hui, mais je me sers de ChatGPT. Moi, il y a une grosse partie de mon travail qui est de trouver les bonnes machines pour pouvoir travailler. Donc, ils vont créer des sons qui sont intéressants, etc. Donc, ça, c'est quelque chose de très important dans la musique actuelle, qu'on appelle la musique actuelle. Pour les synthétiseurs, les boîtes à rythme, les séquenceurs, etc., il y a quand même un gros travail pour chercher ces machines, qui souvent sont des machines chères. Il ne faut pas se tromper quand on les achète, souvent des machines d'occasion. Et aujourd'hui, je peux passer une après-midi à discuter avec ChatGPT qui est
extrêmement performant dans ce domaine, de savoir vers quelle machine exactement je vais me diriger et où je vais dépenser 3000 euros. Voilà. Donc l'IA pour ça, moi, ça me fait absolument pas peur. Ensuite, en matière de création, euh, c'est pour l'instant, ça me fait pas peur du tout. Je pense qu'il y a certains métiers de la musique qui sont créatifs, mais qui en fait ne le sont pas vraiment, qui sont appelés à disparaître. Par exemple, tout le métier de librairie, tout ce qu'on appelle la librairie, donc c'est en fait des éditeurs qui vont commander avant même d'avoir des commandes pour des films ou des publicités, ils vont commander des albums entiers à des musiciens dans des styles qui sont prédéfinis pour qu'ensuite, eux, ils constituent cette librairie et qu'ils soient capables, quand ils ont une demande de musique western ou de musique d'horreur, de pouvoir caler tout de suite des choses. Ça, c'est un peu de la musicomètre qui aujourd'hui commence à être très très bien fait par l'IA et je pense notamment à un logiciel qui s'appelle Suno, qui est vraiment extrêmement performant. Quand on écoute, vraiment de très bonne qualité. Et ça, je pense que ces métiers-là, voilà, forcément sont appelés à disparaître. Moi, ça ne me touche pas directement. Ça va forcément faire du mal à ce corps de métier. Ça va faire du mal aussi aux compositeurs de musique de film qui sont pas des grands compositeurs et qui ont plutôt comme cœur de cible les téléfilms, les publicités et tout. Forcément, ces gens-là vont être remplacés. Après, sur la création pure, sur ce qu'on met dans les oreilles des gens, je- pour l'instant, on n'y est pas encore. Vraiment, on n'y est pas encore. Mais certains musiciens commencent à intégrer des outils d'IA dans leur propre musique. Et il y a des choses intéressantes qui peuvent se faire. Il y a je veux dire, pourquoi ne pas intégrer à l'intérieur d'une musique qu'on a faite une mélodie, si on est en panne de mélodie, si on est en panne de quelque chose, d'une ligne de basse, pourquoi pas en fait? Je vois, moi, ça me pose pas de vrais problèmes. Après, il y a un enjeu de droit. Il y a un enjeu de droit sur la création, sur les droits d'auteur. Donc, par qui a été créée la musique et sur les droits d'enregistrement, donc ce qu'on appelle les royalties, par qui a été enregistrée la musique. Ça, c'est des choses qu'il faut démêler, mais philosophiquement, ça ne me fait pas peur, non. Pierre recommande d'ailleurs que c'est sur les compositeurs de musique d'ascenseurs et de supermarchés, c'est là où il y a des soucis à se faire. Exactement. Après, ça devient tellement performant que, il est possible que musique, disons, plus intelligente soit aussi menacée un jour. Mais je pense que la musique, si elle est intelligente, elle sera vraiment capable de s'adapter à ça et plutôt d'utiliser l'IA comme un outil. Bon, c'est un peu impensif hein, ce que je dis, mais je suis sûr qu'au bout d'un moment, ça va juste être un outil voilà, qui va permettre aussi de faire avancer la création. Tout comme l'a été l'ordinateur dans la musique, tout comme l'a été l'autotune dans la musique, enfin voilà, plein de choses en fait, dont beaucoup de gens ont dit que c'était nul, que ça allait faire s'arrêter la vraie musique, la musique acoustique, que l'autotune, c'est de la musique pour feignants qui savent pas chanter juste. Voilà, bon, tout ça sont des choses qui sont fausses et c'est les outils qui ont fait avancer la musique. On revient à ta carrière avec une question de Thomas. Est-ce que la transition vers la carrière musicale s'est faite brutalement ou plutôt par étapes? Elle s'est faite bah, un peu des deux parce que moi après Sciences Po pendant mes études à la fin de mes études on a commencé à avoir quand même des signes assez positifs de début de succès notamment en s'intégrant un peu dans l'industrie musicale et en ayant des partenaires qui étaient assez intéressants puisqu'on a signé notre premier contrat chez chez Sony Publishing donc d'édition en 2012 donc on avait des choses qui commençaient à arriver. Mais après, donc j'ai décidé en 2014 de ne pas travailler, enfin disons de ne pas travailler de manière classique, enfin de ne pas chercher de poste ni dans le domaine de Sciences Po ni dans le domaine de Centrale pour me consacrer entièrement à la musique. J'ai vécu à peu près, et donc on a un peu tous passé ce pacte dans le groupe. Et j'ai vécu à peu près un an ou deux avec le RSA, et en donnant des cours de maths et en travaillant dans des bars. Donc voilà, donc c'était, disons, un peu brutal, mais c'était quelque chose que je faisais déjà de travailler dans des bars et de donner des cours depuis le début de mes études. Donc ça m'a pas dérangé, disons, d'en faire plus.
Et après, j'ai commencé à en vivre au bout de 2 ans, donc c'était quand même relativement rapide, quoi. Donc c'était pas très brutal. Les prochains concerts? Les prochains concerts? Oui, Ah, bah, on recommence la tournée là, le 29 juin, on va partir en festival. d'accord. Des choses dans la région nord, non? Des choses en région nord, c'est une bonne question. On joue en Belgique et au Luxembourg. Je suis pas sûr qu'on joue autour de Lille. Ah, là, il y a Thomas qui est très curieux, qui demande quelles sont les exclusivités qu'on pourrait avoir sur le futur album. Eh ben, écoutez, on vient de sortir une vidéo pour annoncer notre concert parisien et dedans il y a un extrait du prochain single qui sortira dans 10 jours. D'accord, bon, on va chercher ça. À l'occasion, n'hésite pas à nous l'envoyer, je le mettrai Ouais, en parallèle du replay de cette session. avec plaisir. Ok, Encore une question, une dernière question. Oui? ben, les autres ont été traitées, celles qu'il y a jusqu'à présent. Vous avez le statut d'intermittent du spectacle aussi? Oui. Ok. C'est pas mon revenu. Ça a été mon revenu principal au début du groupe. C'est plus mon revenu principal. Et voilà, c'est quelque chose. Alors l'économie de comment on vit de la musique, c'est encore un sujet qui est vaste. Voilà, l'intermittence aide pas mal, mais ça reste un statut qui est très précaire et si on ne se base que sur ça, la vie est très difficile. Et comment vous vous voyez dans 10 ans? Comment je me vois dans 10 ans? Bah, j'espère que je serai encore Toi debout. et le groupe? Ah bah, j'espère que je ferai encore des albums avec le groupe. Ça reste vraiment un challenge de tous les jours voilà, cette aventure à 5 qui dure depuis 15 ans. J'espère vraiment de tout mon cœur que ça continuera. J'espère que mes activités à côté aussi vont fleurir et donner des beaux résultats. Les artistes que j'accompagne, j'espère qu'ils auront aussi des bons résultats, des belles carrières. Voilà, c'est ça que j'aimerais. Bon, c'est ce qu'on te Et souhaite. c'est tout le mal qu'on te souhaite. En tout cas, tu as quelques fans là Merci. dans les participants. Il y a un certain nombre de commentaires et en particulier Pierre a dû trouver sur YouTube l'extrait dont tu parlais, je pense. Il a mis un lien. Je pense D'accord. que c'est ça. Bon, on va Voilà, passer merci à toi, Clément. Merci à vous, merci beaucoup. Merci, merci Clément. On va continuer par Sylvie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, Jean-Pierre, c'est toi qui gères les Oui, passages. tu me Je, dis. je dirais des très courts suivants. Tu m'excuseras la brutalité de la formule. Voilà, donc moi, en fait, comme Claire, j'ai toujours été très forte à la fois en art et en sciences. J'ai toujours aimé les deux. Bien avant l'âge de 10 ans, je faisais de la musique et du théâtre. Et encore aujourd'hui, je fais partie de divers ensembles de vocaux. Je fais des concerts, j'en ai fait 2 la semaine dernière, j'en fais un samedi prochain, j'enregistre des disques. C'est pas du tout pour vous parler de ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour vous montrer comment j'ai pu conjuguer tout ça dans une carrière suivante, s'il te plaît. Voilà, alors tout ça pour moi commence à l'école, où j'ai été donc de 77 à 80, suivante. Ah, Je ne sais pas si c'est toujours pareil pour vous, mais nous, le baptême, les G2 et les G3 louaient une salle et demandaient aux G1 de leur faire un spectacle. Donc moi, j'ai joué La Lacune d'Eugène Ionesco, qui est une pièce très courte à 3 comédiens, et Philippe Merviel, qui est devenu donc mon époux et le père de mes enfants, jouait les dialogues de Roland Dubillard. C'est là que nous nous sommes rencontrés. Suivante. On a pris ensuite très vite la responsabilité du groupe théâtre qu'on a mené pendant 3 ans. Suivante. Et donc, on a monté C'est malin de Fulbert Janin en G1, Un fil à la patte de Georges Feydeau en G2 et Zadig de Georges Coulonge d'après Voltaire en G3. Suivante.
Ça nous a amené à faire des trucs absolument incroyables. C'est-à-dire, ça, c'est une image du fil à la patte. Nous sommes trois, donc à gauche, c'est Philippe, moi, je suis à droite. Et au milieu, vous avez Jacques Mougenot, qui est le seul qui est devenu vraiment comédien, complètement, auteur aussi, et qui a remporté un Molière comme en tant qu'auteur. Ce qui était incroyable, c'est que cette pièce, c'est 3 décors, c'est 25 costumes, c'est 19 comédiens. On était en cours jusqu'à 17 heures. On mettait tout dans un camion, on partait jouer à Central Paris ou à HEC. On jouait à 21 heures, on rentrait dans la nuit. Et comme à l'époque, on ne séchait pas, le lendemain matin, on était en cours à 8 heures. Suivante, s'il te plaît. Voilà, donc là, je suis avec, c'est moi, avec divers comédiens, Philippe à gauche et un autre qui restait dans la région, d'ailleurs à droite, suivante. Et donc, dans le fil à la patte, quelques scènes légères dont vous avez eu un aperçu tout à l'heure. C'est vraiment dans le fil à la patte, hein, on n'a pas rajouté. Suivante. Fin 80, diplôme en poche, une petite hésitation. Suivante. Et on a cette opportunité de faire un stage de composition musicale sur cet ordinateur à composer créé par Yanis Xenakis, qui est à la fois donc ingénieur, architecte et compositeur. Suivante. Voilà, donc c'est un outil de composition musicale qui est à l'époque une grande table, comme une table de CAO. Suivante. Voilà, donc l'idée de Xenakis, c'était on peut dessiner la musique, on ne rentre plus des notes, on ne rentre plus des sons, on dessine tout, l'onde musicale et la partition. Suivante. Voilà, ça ressemble à ça. Bon, vous voyez, c'est comme une grande table à dessin, en fait. Suivante. Voilà, là, nous voilà en pleine activité dans ce qui était évidemment complètement innovant à l'époque. Suivante. Et donc, ça se termine par un premier prix de composition musicale par ordinateur en 81 avec l'œuvre que nous avons créée à ce moment-là. Suite à ça, je devais être recrutée à l'IRCAM, l'Institut de recherche coordination acoustique musique, dirigé à l'époque par Pierre Boulez. Et 81, élection de Mitterrand, Pierre Boulez étant notoirement de droite, plus de poste à l'IRCAM, je suis restée à la porte, mais je suis rentrée à l'université de Valenciennes. Suivante. Qui m'a mis en fait dans les mains un défi. Suivante. En me disant, ah bah le son ça nous intéresse pas, on va vous propulser dans l'image. Je ne connaissais strictement rien à l'image, mais je suis une fille de défi, donc j'ai dit bah allez, ok, j'y connais rien, j'y vais. Suivante. Objectivement, les outils nous donnaient à l'époque une image catastrophique. Suivante. Voilà, ça c'était le top du top de ce qu'on pouvait avoir en 81. À l'époque, la télévision avait déjà beaucoup, beaucoup de couleurs et mes étudiants disaient, mais madame, mais ça ne marchera jamais, votre technique, c'est une catastrophe. Vous vous rendez compte comme l'image est moche? Bah oui, on s'en rendait compte, mais ça vous montre l'importance de croire en une technologie à un moment donné. Suivante. Et là, voilà, dès le début, en fait, je fais de la reconstruction de bâtiments historiques disparus. Ça, c'est l'abbaye de Fontenelle, qui était à Valenciennes, qui a été détruite à la Révolution. Et c'est une reconstruction virtuelle avec les moyens de l'époque. Suivante. Ça m'amène de fil en aiguille à prendre la direction de Dream, à laquelle je vais rester pendant 30 ans, de 89 à 2019. Dream, ça signifie développement, recherche, enseignement en audiovisuel et médias numériques. Suivante. Donc, on part d'une évidence qui est que l'image et le son, en fait, c'est extrêmement technique et ça l'est de plus en plus. Donc, cette formation n'est pas une formation artistique, c'est une formation de science de l'image et du son. Suivante. Donc, voilà, là, vous avez 2 étudiants, dreamers, comme nous disons, qui sont devant une petite régie portable. Alors, ça, c'est une toute petite régie. Suivante. Inutile de vous dire que tout ça est extrêmement automatisé, qu'il y a du contrôler de la commande partout, qu'aujourd'hui il y a des ordinateurs partout
et que pour moi, qui avait une thèse en automatique, je n'étais pas n'importe où. J'étais en fait chez moi, mais dans l'image et le son. Donc là, vous voyez quelques mises en situation pour des étudiants ou des élèves plus jeunes. Suivante. Ce qui fait que d'ailleurs, depuis 2020, cette formation est devenue le seul diplôme d'ingénieur en audiovisuel et médias numériques reconnu par la CTI au sein de l'INSA Hauts-de-France. Suivante. Alors, juste pour vous donner une idée, donc il y a eu 4 Césars des effets spéciaux numériques à ce jour, puisqu'ils ont été créés il n'y a pas tellement longtemps. Et mes anciens étudiants. Allô, allô? Sylvie, on te perd là? Ce qui est pas mal. Sachant Allô? 2 étudiants qui étaient nommés la même année. Ah, ah, ah. Oui, est-ce que vous m'entendez? On t'a perdu pendant 10-15 secondes. Et c'est reparti. D'accord. Si ça recoupe, je passerai en partage de connexion. D'accord? Donc, vous me dites, n'hésitez pas à me dire. Oui. Suivante. L'enseignement, c'est bien, la recherche, c'est mieux. Donc, je crée un laboratoire en 97. À sa création, nous étions 4. Quand je suis partie, nous étions 68, donc avec une belle courbe. Et là, ça m'a permis, en fait, de donner libre cours à toute ma dimension de manager qu'on apprend en effet à l'école et qu'on avait apprise avec cette troupe théâtre sur le terrain, j'allais dire. Suivante. Voilà, donc la recherche s'impose pour permettre l'innovation. Au moment où on se lance là-dedans, l'entreprise elle-même n'y croit pas du tout. Et de la même manière, on a dû mener un combat un peu militant pour dire si, vous ne progresserez pas s'il n'y a pas de recherche. Suivante. Suivante. Voilà, et ça m'amène de fil en aiguille à créer un grand centre dédié à la recherche, la production et le patrimoine, fondé sur un tripode sciences, économie, culture. Ça, c'est un projet à 25 millions d'euros, pour vous donner une idée de surface. Suivante. Donc voilà, ça c'est moi le jour de l'inauguration, parce que, suivante, la science, c'est notre laboratoire qui s'installe sur ce qui est une friche minière. Suivante. Mais il y avait des gens beaucoup plus importants que moi, puisque le patron de la cérémonie, c'était Costa Gavras. Suivante. Et nous avons un équipement absolument unique, un très grand mur d'incrustation dit fond vert. Suivante. Des régies totalement automatisées, des caméras robotisées également pour de la prise d'image automatique. Suivante. Donc ça, c'est une régie, une vraie régie, vers la même année que celle de TF1. Suivante. Suivante. Donc voilà, ça c'est quand tout le monde travaille dessus. Hein, c'est très vite sur la première image. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine de personnes à l'intérieur de ce genre d'équipement quand il y a un grand direct. Voilà, puisque moi j'ai formé des gens pour ce qu'on appelle les grandes opérations, telles que des Jeux Olympiques, une cérémonie d'ouverture, un Tour de France, une captation de concert ou d'opéra. Ça, c'est les grandes opérations de télévision. Suivante. Alors, cet objet-là, c'est un robot de capture d'image et il en existe 3 en France, dont un à Arambert. Suivante, donc je ne suis pas là pour vous faire la retape sur Arambert. Je vais vous conclure en vous donnant quelques exemples de recherches qu'on a pu mener. Suivante. Donc ça, c'est le site d'Arambert. Le laboratoire, c'est tout le bâtiment de droite. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise du site. Suivante. Suivante. Et ça, c'est une image numérique de photographie en photogrammétrie bâtimentaire. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un automate qui va prendre des tranches de 3000 photos sur
tout un tas de hauteurs de bâtiments et qui vous refait une construction 3D entièrement numérique à partir de photos. Suivante. Dans la série Germinal de France 2 qui a été diffusée en 2021, qui a été tournée en 2020, en fait, que vous voyez, donc Germinal a été tourné chez nous, ce bâtiment explose. Suivante. Alors évidemment, on n'a pas explosé le bâtiment, et ça vous donne une idée de ce qu'on fait en trucage et effets spéciaux numériques. Et pour la petite histoire, donc, la boîte de prod nous a racheté notre numérisation 3D pour faire la séquence d'explosion. Donc c'est le labo qui est à l'origine de la séquence. Suivante. Ça, c'est un objet qui est au musée Jacques Chirac, qui est Branly. Le musée, en fait, a restitué des œuvres au pays d'origine et nous a demandé, à nous, de les photogrammétriser pour les garder en 3D. Suivante. Ça, c'est un exemple de réalité augmentée. C'est-à-dire qu'à partir d'un livre, qu'on voit un petit peu en dessous à droite, on peut avoir un ajout d'informations complémentaires sur tablette. Suivante. On peut faire du serious game immersif. Suivante. Donc ça, c'est une salle dépendue. Vêtements avant de descendre au fond. Démonstration. Alors, je ne sais pas où on est parti là, parce que je n'avais pas mis tout ça, mais voilà, très bien. Donc ça, c'est un jeu immersif qu'on a développé où on est transformé en mineur et on va descendre au fond. Donc vous voyez la même salle dans le cadre du Serious Game. Alors vous voyez que je suis passée du jeu au nous, puisque évidemment là on est dans un collectif là dorénavant de recherche. Sylvie, on a un peu de mal là, ça décroche. Suivante, il faut que tu enchaînes, s'il te plaît. C'est parce que le son coupe beaucoup, hein. Je vais changer de... Oui, suivante. Ça, c'est un vidéo mapping. Allô, allô? Sylvie? Voilà, je suis revenue, vous m'entendez? Ah là, maintenant on t'entend de nouveau, c'est reparti. Voilà, désolé, c'est les joies du vieux Lille, hein, où les murs sont trop épais. Voilà, donc ça, c'est un vidéo mapping sur maquette. Et nous sommes à l'origine du festival vidéo mapping qui a eu lieu à Lille au mois de mars avec 300 000 visiteurs. Suivante, s'il te plaît. Et maintenant, nous travaillons sur le Papers Ghost. On a travaillé avec le musée de l'Holocauste de Skokie dans l'Illinois. Suivante. Donc la dame que vous voyez en face, qui est en bleu, en fait, c'est une survivante de l'Holocauste qui est décédée aujourd'hui et qui parle encore aux jeunes générations
à travers son Papers Ghost. On appelle ça un hologramme. En fait, techniquement, ce n'est pas un hologramme, c'est un Papers Ghost. Et vous pouvez lui poser des questions. Il y a 10 000 réponses qui ont été préenregistrées et le système va sortir la réponse qui est la plus proche de votre question. Suivante. Donc nous, on a fait la même chose avec un mineur d'Arambert qui lui aussi est décédé en 2023. Suivante. Voilà, donc là, vous le voyez, mise en scène dans la même salle des pendus que vous avez vue tout à l'heure. Suivante. Aujourd'hui, suivante. Ben, en fait, avec la génération automatique de texte, d'images et de sons dont on parlait à l'instant, avec l'écriture grâce à l'intelligence artificielle, moi aujourd'hui j'écris des scénarios avec Génario, qui est un chat GPT spécialisé pour l'écriture de scénarios. Il y a toute cette problématique du faux, de l'illusion, de la post-vérité dans les médias numériques. Il y a toutes les nouvelles formes d'écriture, et en particulier celles des réseaux sociaux. En fait, il y a tellement, tellement, tellement à faire que bah, c'est impossible de s'arrêter parce que ça reste des questions vives aujourd'hui à traiter à la fois d'un point de vue artistique et d'un point de vue technique et scientifique. Voilà, je crois que c'est la dernière. Si tu passes à la suivante, ça doit être la fin. Ah, ça, c'est un exemple justement d'un ouvrage dont l'auteur, Raphaël Dohan, dit qu'il l'a coécrit avec ChatGPT. Suivante. Voilà, c'est fini. Merci. Voilà, voilà. Alors, attends, je retrouve mon chat. Voilà. Alors, il y avait une question d'Eric. Est-ce qu'on peut visiter le site d'Arambert? Oui, oui, tout à fait. Comme il est classé UNESCO 2012, nous avons obligation à accueillir des publics. Donc, il y a l'Office du tourisme qui s'en occupe et qui fait soit des visites techniques, soit des visites patrimoniales. Ah, tiens, bon à savoir, là. Je sens que les alumni vont s'emparer de ce que tu viens de dire, oui. Ben, avec bonheur. Voilà, on fera appel à toi. Paul qui nous dit Jean-Michel Jarre peut aller se rhabiller. Ouais, enfin, j'ai travaillé là-dedans quand j'étais toute jeunette, hein. Évidemment, par rapport aux autres alumni qui ont parlé, il ne vous a pas échappé que j'ai quelques années de plus. Donc, j'ai fait un peu plus de choses. Mais je crois que, en fait, voilà, quand on croit à ce qu'on fait et qu'on est passionné par ce qu'on fait, on peut aller très, très loin dans les deux domaines, à la fois artistique et technique. Alors le même Paul dit que c'est en train de titiller sa fille aînée. Il nous avait expliqué avant qu'on démarre que sa fille était intéressée par le sujet et participe à la session en même temps que lui. Oui, je réponds à une question qui a été posée tout à l'heure. Pourquoi, quand on a ça déjà, cette ambition avant le bac, pourquoi on fait quand même centrale? Eh ben moi, dans ma génération, c'était pas compliqué, j'ai pas eu le choix, hein. J'étais dans une famille d'ingénieurs et mon père m'a dit, ma fille, tu feras ce que tu veux quand tu seras ingénieur. Et il s'est trouvé que j'ai réussi à mixer les deux bah, dès l'école, comme je vous l'ai montré. Cela dit, j'ai l'impression, par rapport à tout ce que tu as dit, tu es dans un contexte un peu différent de ce qui a été présenté par les trois premiers intervenants. Là, on est vraiment dans un mélange du monde de l'ingénieur et du monde de l'artistique. Ouais, complètement. Moi, je crois que j'aurais eu beaucoup de mal à abandonner ma dimension scientifique et même ma dimension manager aussi. Et j'ai eu la grande chance de pouvoir vraiment mener les trois de front pendant toute ma carrière. Donc ça va vraiment donner quelques idées à beaucoup. Paul, toujours bravo pour tout, belle carrière, contribution scientifique magnifique. Et donc ils sont à cinq à regarder même, c'est plus que simplement sa fille et lui. Ils sont tous impressionnés. Merci. Au-delà du monde ingénieur, on est là aussi dans le monde de la recherche. C'est encore une autre dimension. Tu as beaucoup insisté là-dessus.
Oui, oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai découvert la recherche vraiment par hasard. Geneviève s'en souvient peut-être, elle était là. Euh, Lorsque en G3, on se demandait bah, qu'est-ce qu'on va faire. Voilà, moi, j'étais en G2 et j'ai un G3 qui m'avait dit ah, bah, tu devrais essayer de faire de la recherche pour une fille, c'est bien. Je passe sur le côté sexiste de la remarque, mais voilà, je me suis dit tiens, bah, c'est marrant, c'est une idée. Et donc, avec Philippe, tous les deux, on avait décidé de faire un DEA, mais c'était pas du tout prémédité. Et en fait, ça m'a tellement emballé que bah voilà, j'y suis toujours en fait. Je ne sais pas si Clément est encore en ligne. Il serait peut-être intéressant d'avoir une réaction par rapport à ce qu'il a dit de l'utilisation des nouvelles techniques, technologies. Donc Clément, n'hésite pas à intervenir si tu es encore en ligne. Moi, je vois une question très intéressante là de Thomas. Euh, alors, dès lors qu'on fait la preuve qu'on est capable, aujourd'hui, on est vraiment dans une relation très étroite entre la recherche, les entreprises, les organismes et les instituts. Je vous ai parlé de ce qu'on a fait avec le musée qui est Branly-Jacques Chirac. On a travaillé beaucoup avec le Palais des Beaux-Arts de Lille. Et aujourd'hui, enfin moi, le plus gros projet de recherche que j'ai mené, il était à 800 000 euros et on avait beaucoup de partenaires. C'est quasi obligé. Et là aussi, ce qu'on apprend à l'école est tout à fait fondamental pour pouvoir monter de tels dossiers et ne pas avoir peur d'aller chercher des financements privés ou institutionnels. Alors Eric, qui rebondit sur les possibilités de visite dans la région, dit que il y a déjà eu une visite d'Arambert organisée par les ennemis. Par contre, est-ce que le laboratoire lui-même peut être visité? Bah, faut se dépêcher. Oui, c'est possible, mais faut se dépêcher. Parce que je sais qu'il y a des bruits de transformation, donc voilà, faut pas traîner. D'accord. Bon, Eric, on note ça. De- D'autres questions? Clément, je l'ai pas vu réagir, donc je pense qu'il n'est plus en ligne. Non, non, je suis là, je suis là, pardon. Une réaction, Clément, par rapport à entre ce que tu as présenté tout à l'heure et la présentation de Sylvie? Non, oui, l'utilisation de la technologie, bah, de toute façon en musique, c'est central. Enfin, en tout cas, pour moi, la façon dont je fais de la musique, mais c'est souvent moins des technologies de pointe. On a toujours, disons, on utilise des choses qui ont souvent 10, 20, 30, 40 ans. En fait, il y a beaucoup d'utilisation de technologies vintage en musique. Donc, c'est toujours une approche qui est un peu différente. On n'essaye pas d'être dans la dernière innovation, mais on essaye plutôt de sonner comme les gens qui étaient innovants il y a 40 ans. Et on essaie de mélanger ça à des choses de maintenant. C'est une autre approche. Mais moi, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur Sumo. Je connais très bien Sumo. Et moi, l'expérience que j'ai sur Génario, par exemple, c'est que ce qu'il me propose est toujours moins bien que ce que je fais moi. C'est-à-dire qu'il n'est pas créateur, en fait. De par la façon dont les algorithmes sont constitués, ils ne peuvent que faire la moyenne de ce qui existe déjà dans des bases de données, certes immenses, mais il a pas encore la capacité d'être créatif, donc il aide à l'écriture, mais il ne crée pas, pas encore. Donc la grosse question, c'est est-ce qu'il sera un jour capable de créer? Mais à ce jour, il n'y a pas de souci à se faire. Non, il n'est pas capable. Enfin, moi, ce que j'écris dans mes scénarios est mieux que ce qu'il me propose. Oui, alors après, je pense que ça revient aussi à se demander qu'est-ce qui est créatif et est-ce que nous, on fonctionne pas nous-mêmes comme des IA. Moi, personnellement, quand je fais de la musique, je prends souvent comme base des choses que j'écoute beaucoup, que j'ai beaucoup écoutées, consciemment ou inconsciemment, je vais essayer de reproduire ces choses-là, et en fait, le fait de les faire moi-même, ça va faire quelque chose de différent et donc de créatif. Après, une IA fonctionne quand même grosso modo de la même manière. Moi, ce que je dis sur Suno, c'est qu'aujourd'hui, la façon dont on... ce que je dis, c'est que les musiques sont créées par Suno dans des styles très précisés dans ce qu'on lui demande C'est ça. sonne bien. Et c'est très impressionnant parce que bien sonner, c'est un gros travail quand on est musicien, quand on est producteur de musique. Et Suno fait ça vraiment
très bien et c'est très impressionnant. Voilà, ça sonne mieux que beaucoup d'autres choses que j'écoute. Enfin, pas que j'écoute avec plaisir, mais que je vois, quoi, que j'entends, des choses que j'entends. Bien, l'heure tourne, il est malheureusement temps de conclure. Euh, on a pu voir toute la richesse, la diversité, et chaque présentation pourrait faire l'objet d'une conférence complète. Avant mon dernier mot de conclusion, je vous ai parlé tout à l'heure de la fanfare, et là vous êtes quelques-uns à être passés par là ou à vous y être intéressés de près. Je sais pas si Raphaël est en ligne, non? Je pense pas qu'il ait pu se joindre. En tout cas, je passe le message de sa part. Pour les étudiants d'abord, les étudiants qui s'intéressent un peu à la musique et qui jouent d'un instrument sont cordialement invités à venir renforcer la fanfare. Donc là, on est dans un moment de renouvellement. Donc, bienvenue à tous ceux qui veulent la rejoindre. Le deuxième message lié à la fanfare s'adresse plus au côté alumni et éventuellement aux intervenants. La fanfare a le projet de renouveler un certain nombre d'instruments. Donc si par hasard certains intervenants ou certains alumni disposaient d'instruments qui ne servent plus, n'hésitez pas à contacter la fanfare par mon intermédiaire ou par l'intermédiaire de Geneviève, si ça le facilite, pour supporter cette fanfare qui a quand même un passé historique important. Tout le monde l'a cité dans les présentations et dans les interventions. Voilà un double message pour la fanfare. En conclusion, encore une fois, un immense merci pour la richesse de vos présentations et puis l'extrême richesse de vos parcours. Enfin, tout ça est impressionnant. On était aujourd'hui sur un thème qui sort de l'ordinaire. On n'est plus dans une thématique industrielle, technique ou autre. On rejoint le métier de l'ingénieur et le domaine de l'artistique et c'est extrêmement inspirant. Vous aurez à disposition sur le site de l'association le replay. Je vais essayer de faire ça d'ici demain. La saison d'étape est terminée, puisque chaque année, on travaille d'octobre à mai. Donc, on termine pour cette année. Et on va reprendre à partir d'octobre, après les vacances. On a un certain nombre de thèmes qui ont déjà été identifiés par la Team Alumni. La Team Alumni, c'est un ensemble d'alumni et d'étudiants qui travaillent ensemble pour échanger les idées et travailler sur différents projets. Et il y a par ailleurs un sondage, une enquête qui est en cours auprès des étudiants pour compléter cette première liste par une liste de thèmes qui les intéressent. Le but, c'est pas de présenter des sujets chers aux alumni, mais de répondre à des centres d'intérêt des étudiants. Donc, encore une fois, un immense merci à nos intervenants et merci à tous les participants pour l'ensemble de vos questions. Voilà, et puis à Merci quelques beaucoup à sujets tous. qui ont été dits, on reprendra contact de différentes manières. À très bientôt et merci beaucoup. Merci. Merci, Merci, au revoir. merci, au revoir. Merci à tous, une bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne Au soirée. revoir. Bonne Merci. soirée. Alors, il faut arrêter.